rendez-vous des glandules, là, ou quoi? 2,21 gigawatts. Vous aimez le cinéma? Une seule émission comptera pour vous. Le Late Show. Et c'est maintenant. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous 100% pop culture de l'internet français. Bonsoir les glandus, comment ça va? Bah ça va plutôt bien. Ah, ils se sont reconnus. Hein. Pas du tout les gars. Direct. Là, vous m'avez fait un blanc là les gars. Ouais, heureusement que j'étais là. Oh, merci Ekichi. Non, ça va très bien. Ça va très bien Ekichi. Bah oui. Impeccable. Gary. Ça va aussi. Impeccable. Ouais, Lucas. super nickel. Hein. Super méga cool. Au programme de cette émission, les amis, on a du très très lourd, puisque avant d'énoncer le sommaire, je vais vous présenter notre invité du soir. Vous l'avez forcément déjà entendu. Johan Sauveur, merci beaucoup d'être présent dans le studio du Late Show. Merci à vous, les glandus. Et le roi des glandus, alors du coup, qu'est-ce que je dois dire? Mais moi je suis le roi des rois, hein, vraiment le roi des rois. Le roi des pirates ou le roi des glandus, comme vous voulez. Merci beaucoup vraiment d'être là. On est honoré de te recevoir pour cette deuxième émission du renouveau du Late Show. On va revenir vraiment sur une grosse partie de ta carrière pendant une grosse période de l'émission sur l'interview. Voilà. Mais avant, on va parler justement de l'actualité de cinéma, puisqu'on va parler dans un premier temps du Late Post. Là, on va revenir sur pas mal de bandes annonces. J'espère que vous avez vos avis dessus, les amis. Ensuite, on va parler du box-office avec, en première partie, je ne sais pas si ça vous dit, mais on va parler de Last Night in Soho, le dernier film de Edgar Wright. Voilà. Ensuite, ça sera l'interview de Johan. Et après, une deuxième partie du box-office, puisqu'on parlera de Les Éternels, le dernier film produit par Marvel Studios, où on aura beaucoup de choses à dire, puisqu'il est complètement différent de ce qu'on a pu voir dernièrement, en tout cas par le studio. Je remercie d'avance à la technique. On a Esteban qui nous soutient et qui nous aide à réaliser cette émission. Merci beaucoup Esteban. Et on a toujours Sébastien qui nous prendra en photo pour les réseaux. Merci beaucoup. Les amis, je vous propose qu'on attaque la première partie de l'émission avec le Late Post. C'est parti. Le Late Post, les amis, auquel on va revenir sur l'actualité des bandes annonces, un peu cinéma, etc. Et on enregistre donc le samedi 13 novembre et le vendredi 12 novembre. C'était le Disney Plus Day, donc on va revenir sur beaucoup de news qui ont été annoncées par Disney par rapport déjà aux 2 ans de la plateforme, puisqu'elle marche vraiment très bien, en tout cas sur le territoire français. Mais avant tout ça, on va parler un petit peu d'une bande-annonce qui est sortie et qui a fait un bon petit buzz, si je peux me permettre, puisque c'est la bande-annonce de Buzz l'éclair. Vers l'infini. La bande-annonce de Buzz l'éclair, je laisse la parole à Ekichi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette bande-annonce ? Alors moi je suis pas un énorme fan non plus de l'univers Toy Story, etc. Mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de critiques, Twitter dans toute sa splendeur, où les gens se plaignaient que Buzz avait des cheveux. Donc, j'ai trouvé cette polémique assez étrange, donc ça me paraissait logique de faire une histoire sur ce personnage qui était un être humain, je pense, ou du moins calqué sur un être humain, donc c'était logique qu'il avait des cheveux. Et la bande-annonce, moi, m'a plu. Alors, il y en a aussi beaucoup qui disent pourquoi faire l'univers de ce personnage alors qu'à la base c'est un jouet, mais il faut comprendre que ce jouet est certes créé par Disney, donc son univers créé par Disney, mais dans l'univers Disney, les gamins qui jouent avec le jouet Buzz l'éclair, ils ont ce personnage qui forcément est tiré d'une œuvre dans une œuvre, forcément. Donc moi je trouve ça, Alors, oui. J'ai des infos là-dessus, justement, par rapport en fait à une œuvre dans une œuvre. En fait, finalement, c'est pas un film auquel les gamins, ou auquel, par exemple, Buzz l'éclair aurait pu être un produit dérivé créé dans l'univers de Toy Story. Mais en fait, Buzz l'éclair, le jouet, a été inspiré d'un héros
spatial. Donc, Buzz Aldrin. voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est justement l'histoire de Buzz Aldrin que l'on va suivre dans le film Buzz l'éclair. Voilà, donc c'est comme une sorte de biopic sur l'histoire, la création du jouet Buzz l'éclair. Et par contre, pour répondre à la polémique des cheveux sur Ouais. Twitter, tout simplement, il n'a pas de cheveux dans le jouet puisqu'il a Bah, encore une sorte de quoi. cagoule. Oui, voilà, oui, bah, tout non, mais simplement. oui, c'est- Il y a aussi la polémique par rapport à la voix, parce que vu que c'est Oui. Chris Evans, du coup, je crois, si j'ai pas de En conneries, VO. qui le dit en VO. En français, c'est une voix, je sais pas, je saurais pas dire qui c'est. Bah alors apparemment, d'après ce que les rumeurs qui circulent, ça serait Alexandre Gillet qui reprendrait le rôle que l'on connaît par exemple pour Captain America, et puisqu'il a déjà des bons rapports avec Disney aussi. Voilà. Mais ce ne sera pas Richard Darbois, il l'a annoncé en tout cas Ouais, sur ses réseaux. C'est ce qui paraît logique, parce qu'au final, on suit pas Buzz l'éclair, on suit la personne qui a inspiré Buzz l'éclair. C'est ça. Ouais, et puis ça aurait peut-être été un peu cliché d'avoir la voix de vers l'infini et au- alors qu'à la base c'est vraiment, on voit dans la bande-annonce, il se cherche, enfin son rêve c'est d'aller dans l'espace, il est un peu plus jeune, donc ça aurait été, voilà, ça colle peut-être, ça aurait collé moins la voix originale du Buzz l'éclair. J'ai envie de revenir un petit peu sur cette imitation de Buzz l'éclair. Qu'est-ce que tu en as pensé, Johan? J'ai failli m'évanouir. Non, mais c'est merveilleux. C'était sublimissime. Non, mais vraiment. Merci, vraiment, merci, vraiment. merci. Est-ce que tu peux nous la refaire? Alors, Attention. vers l'infini et au-delà. Ah, c'est pas mal, n'empêche. Retrouvez-moi tous les soirs dans la salle des fêtes. C'est vraiment pas mal. Ah, c'était très bien. C'est vraiment pas mal. Gary, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la bande-annonce? Bah, moi déjà je pense dans un premier temps il faut mettre Toy Story totalement de côté. Oui. Et moi de ce que j'en ai pensé, que du bien. Les images sont magnifiques. Et j'adore le côté exploration spatiale un peu comme à la Star Trek, tu vois. Oui, oui. Ça va être vraiment le thème du dessin animé et je pense que ça va beaucoup me plaire. Oui, carrément, carrément. Et puis vraiment, je trouve que c'est super intéressant de s'intéresser finalement à un personnage. Moi-même, qui était un des premiers réticents à dire, mais pourquoi vous faites un film qui raconte l'histoire d'un jouet, tu sais, la création d'un jouet, etc. quoi. Et finalement, quand j'ai su cette anecdote comme quoi c'était un héros spatial qui a inspiré le jouet Toy Story, je me suis dit, bah oui, c'est limpide. Tu vois, ça me paraît totalement logique. Et que finalement, les jouets qui étaient, entre guillemets, à l'époque, à la mode, les cow-boys de Woody, vont justement subir cette mode. Et je pense que là, on va avoir cette transition de pourquoi les jouets spatials deviennent à la mode dans Toy Story 1 et que Woody, en fait, tout simplement, se fait rejeter par Andy, malheureusement. Mais bon, tout est bien qui finit bien et on pleure à la fin du 3, comme tout le monde. Mais pas de spoil. Ah, et en plus, peut-être qu'on aura à terme un film d'animation sur Woody, mais qui se passe au temps des cowboys, vraiment dans l'animation. Ce sera plus un jeu. Enfin, ça, c'est la porte à plein de choses. Bah ça, et tu pourquoi vois, pas, ça, on l'a un petit peu déjà dans le 3, puisque c'est l'intro du 3 avec une histoire racontée par Andy Oui. qui est imaginée et qui est au temps des cowboys où Woody est le personnage principal. Et je trouve que d'ailleurs, cette introduction est magnifique pour un film Pixar. Et je trouve qu'on a limite un petit côté Indiana Jones dans un western un peu dans cette introduction. J'adore. Toi, t'aimes bien, Johan, les Toy Story Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien. Donc, J'aime bien. c'est. Mais ça date quand même. Quand Bah, tu dis- oui. C'était quelle année le premier? Oh, alors là, Les années 90, Ouais, entre 90 et 95 je pense. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Il faut savoir que Toy Story, c'est le premier film en animation, full oui, animation ouais, 3D. Pixar, ouais. C'est ouf, hein? T'as vu? Ça a acheté un froid. Direct. T'as vu le truc? J'adore. Ok, alors, les amis, on va continuer pour parler des news un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attaque? On parle de la bande-annonce de Super Héros malgré lui? Hein, qu'est-ce que vous voulez? Non? Je sais pas, ça vous dit? Le film de Philippe Lachaud? Oui, Comme ouais. tu veux. Ouais, ben on parle là-dessus. C'est toi le alors. patron. Alors, non, je suis pas patron. T'as le roi des glandus. Hein. Voilà, merci. Il y en a un qui suit, les gars. Ouais, merde, quoi. Lucas, ton avis un petit peu sur la bande-annonce du film de. Je l'ai vu une seule fois. Ouais. Et je m'en rappelle vite fait, mais sans plus. D'accord. Après, voilà, je pense que on risque de bien se marrer, quoi. C'est du Philippe Lachaud après, donc. Oui, totalement. Après, je dois l'avouer, je suis un petit peu moins hypé par celle-ci que, par exemple, entre guillemets, celle de Nicky Larson à l'époque, même si la première avait enflammé Internet, parce que, mon Dieu, il avait mis un son de DMX dessus, un petit peu à la Deadpool, etc. Et finalement, le film, il aura bien prouvé qu'il avait bien envie de le faire. Il a fait un truc superbe avec le film. Là, je dois l'avouer, je trouve que l'humour dans l'univers des super-héros, quand t'es pas Marvel, c'est un peu compliqué de le faire en fait. Et à voir en fait en fonction de comment ça se goupille. Mais j'irai le voir au cinéma, bien entendu. Gary, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? De ce que j'ai vu, en fait, c'est une parodie de Batman, presque.
Un petit peu, oui. Oui, parce que l'héros s'appelle Batman, je crois. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Batman. Batman, ouais. Bah, non, après moi, la bande-annonce m'a fait beaucoup rire, du coup je pense que j'irai au cinéma, tu vois. À l'inverse des Tuche 4 où là j'ai pari. Ah oui, Trop de tuches, tu le tuches. c'est ça. ça. Donc, et toi, Ikichi? Et bah moi, ouais, c'est du Philippe Lachaud, comme Lucas l'a dit. L'humour a l'air de marcher. Voilà, il a prouvé avec Nicky Larson qu'il avait fait quelque chose d'extrêmement bien et qu'il avait respecté beaucoup de choses. Et il a été, voilà, il avait fait du bon taf. Donc le fait que ce soit sur du super-héros, en plus, voilà, on nous dit tout de suite dans la bande-annonce qu'en fait, on voit tout de suite qu'il perd la mémoire parce qu'il joue un rôle, donc il retrouve le costume. Donc on sait que ça va partir dans un délire, on va dire, crédible quelque part. C'est pas le super-héros français, parce que là, clairement, ça marcherait pas, un super-héros à la Marvel, mais production française. Je pense que malheureusement, hein, mais là, le fait de justifier ça par le fait qu'il perd la mémoire, etc., ça peut donner des trucs drôles à la Philippe Lachaud qu'on connaît très bien. Ouais, je trouve que le contre-pied, quand il l'avait annoncé un petit peu en mode oui, Philippe Lachaud travaille sur un film de super-héros, il va avoir des pouvoirs, etc. Ben, finalement, non, pas tant que ça. Bah oui. Ce que j'aime bien dans l'histoire qui est présentée dans la bande-annonce, c'est que il se croit super-héros et que ce n'est pas un super-héros. Et ça fait toute la différence. Bah, c'est C'est-à-dire qu'on va être sur des trucs burlesques, à mon avis, ça, oui. au plus haut point. Et je pense que ça peut être très très bon à voir. Et le gag final m'a fait extrêmement rire. Vraiment, je dois l'avouer. Il y a beaucoup de références en plus à des films de super-héros, ne serait-ce que dans la bande-annonce. Donc je pense qu'on va. Oui. Il sait mettre des références, Philippe oui. Lachaud. Donc voilà, on sait qu'il est quand même au niveau de la pop culture assez cultivé. Donc non, Ah oui, carrément. on risque de bien. Ouais. Carrément. On passe aux annonces du Marvel Disney Plus D, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous retenez de ce Disney Plus D? Quelle est la news? Je dois vous avouer que moi, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu de ce Disney Plus D. Je m'attendais à des images d'Obi-Wan Kenobi. On n'a eu qu'un petit making-of qui sont pas entre guillemets, c'est toujours intéressant de voir que Ewan McGregor a réussi à retrouver le rôle, qu'il est très content des retrouvailles avec Hayden Christensen. On sent qu'il y a beaucoup de passion dans le projet de Obi-Wan Kenobi, ça transpire même. Et je m'attendais au moins à avoir un visuel avec des effets spéciaux, vraiment dans l'univers de pas de Mandalorian, mais justement de Obi-Wan Kenobi, quoi. Et je suis C'est un petit Disney, peu hein, déçu. ils ferment vachement les portes aux infos et voilà, puis ils ont raison parce que ça fait monter aussi la hype. Bah oui, clairement. Johan, toi, t'es fan un peu de l'univers de Star Wars ou c'est pas un univers qui t'attire? Non, c'est pas. Non. Ouais. C'est pas. Les trois premiers, enfin, qui sont du coup. Enfin, les trois premiers. Les- Là, ils m'ont perdu. Non, Il y a un moment, tu vois, c'est genre, quand tu me dis, il y a les trois premiers, c'est pas les trois premiers, il faut revenir en. Non, en fait, tu m'as perdu. Ok. Donc, non. J'ai pas été. J'ai pas eu vraiment le temps de m'en occuper, de regarder, tu vois, et j'en ai loupé 1, 2, et après, j'ai tombé. Ouais, de toute façon, on regarde pas les 3 derniers, c'est pas la peine. À ce point? Non, hein, on va dire que le 7 est un bel hommage, entre guillemets, je trouve, mais après, ils se sont perdus avec le 8 et le 9, et le 9, il n'y a rien à récupérer du Surtout tout. les incohérences, comme Bah c'est oui. pas les mêmes producteurs. Après, il y a quand même toujours un amour de retrouver les personnages. Et j'imagine que, en tout Il y a cas, toujours en la tant que fan, nostalgie, oui, une ouais. nostalgie ou quelque chose. J'avais été très touché par les 3 premiers. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai pas voulu aller plus loin en fait dans l'aventure, mais je comprends. Hein. Si, il y a le préquel avec les rebelles qui est bien. Le Rogue One. Rogue One, c'est ça. Rogue One est très très Ils bien. font des bons préquels, ils font des bons trucs annexes, les séries, etc. Ah Ils oui, font- voilà. Mais quand il s'agit de la trame principale, Est-ce qu'il y a des Mogwai encore ou pas? Il y en a plus, c'est fini. C'est pas des du Mogwai. tout. C'est pas comment ça C'est s'appelle. des Non, les Ewoks. Mogwai, merde. Ah non, non, comment ça s'appelle les trucs là? Les petits trucs trop mignons là. Les Ewoks. Les Ewoks. Les Mogwai, non, les Mogwai, Mogwai, il on faut est faire sur un très autre- très attention. c'est ça. Mogwai à minuit, Il faut pas leur donner faut de pas leur donner à l'eau. manger. Voilà. Voilà, faut pas les mouiller, les Mogwai. voilà, il Attention. faut pas leur donner à manger. Ou à après manger. minuit. Ouais. Ah, c'est ça, après minuit seulement. Parce que Ah, sinon, sinon, ça il devient peut des- manger quand même un petit peu le Mogwai, tu vois. Des gremlins. Mais c'est incroyable, les Gremlins. J'adore ce film. D'ailleurs, c'est un de mes films préférés de Noël. Tu vois, C'est vrai, ouais. Toi, Et qu'est-ce que tu penses de la Gremlin 7? C'est cette Gremlins dans le 2 là, Oui. qui est quand même improbable. C'est vrai. Sur le coup, quand j'étais jeune, j'ai plutôt trouvé ça plutôt drôle. Et puis maintenant, je J'ai eu trouve très que- peur, j'ai cru que tu allais dire que tu trouvais ça sexy. Ouais. Putain, il est chelou le mec quand même. Non, pas du tout. Non. Mais par contre, là, maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont été un petit peu trop loin dans le Ouais. délire. Voilà. D'ailleurs, je préfère le premier au deuxième. Mm. Carrément, ouais. Lucas, toi, qu'est-ce que tu retiens du Disney Plus D?
d'hier. Il y a eu quand même pas mal d'annonces. Ouais, moi le seul truc qui m'a vraiment chauffé, c'est la série d'animation sur Marvel Zombie. Ah oui. C'est le seul truc en fait qui m'a vraiment fait me dire ah ouais bah ça peut être bien. Ouais, carrément, ouais. Parce que t'as vu l'épisode donc de What If, Marvel Zombie. Enfin, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vraiment plus le côté zombie qui m'a fait plaisir, quoi. Mais j'en discutais avec Ikichi en off, justement, sur les Marvel Zombies. Et moi, je l'ai trouvé bien, l'épisode de Marvel Zombies, mais je sais qu'ils peuvent aller plus loin. Et j'espère qu'avec cette série, ils vont aller plus loin, tu vois. Justement, c'est ce qu'on attend avec la firme Marvel Zombies, tu vois. C'est tout ce côté un peu poussé à l'extrême, mais avec les super-héros qu'on connaît. Et j'espère qu'ils garderont la continuité qu'on a dans What If, donc c'est-à-dire avec Spider-Man qui a la cape de Doctor Strange, etc. Ça, tu vois, je trouve ça super sympa. Mais à voir. Wait and see, mais c'est une des choses que j'ai retenues aussi du Disney Plus D. On a aussi la série Moon Knight, dont il y a eu un first look. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Gary, toi. Moi, c'est ça que j'allais dire. C'est le seul truc que j'ai vu sur Twitter et ça a l'air vraiment, vraiment bien ça. Ouais, le premier first look, ça donne envie en tout cas. Ok, c'est clair, clairement. C'est ce truc avec Oscar Isaac. Oui, c'est ça, c'est Oscar Isaac qui est dedans et ça a l'air très très sombre. Déjà de base, d'où le titre, Moon Knight, donc chevalier de la lune entre guillemets, voilà. Mais ça fait un peu Dark Knight, tu vois. Un petit peu, voilà. Mais surtout, le visuel là, de ce qu'ils ont montré, je trouve que c'est assez dark, clairement, quoi. Après, il y a aussi la série sur Agatha Harkness, qui a l'air vraiment, vraiment pas mal. Toi, Ikichi, qu'est-ce que tu retiens ? Alors moi, déjà, je suis pas assez calé sur tout ce qui est, alors, je vais appeler ça Marvel secondaire, même si beaucoup de fans de Marvel peuvent me sauter à la gorge, parce que tous les héros qui ont été annoncés dans ces séries, pour moi, c'est plutôt des héros secondaires. Moon Knight, même She-Hulk, voilà, Agatha, bon... Donc après, pourquoi pas explorer l'univers ? Après, moi j'ai toujours peur qu'il y en ait toujours trop à chaque fois. Donc si en plus, alors oui, il y aura toujours des cohérences d'une série à une autre, mais j'ai toujours peur qu'il y ait trop et bon après voilà, mais ça marche, ils ont raison de le faire. Ah bah oui, carrément, c'est vrai qu'ils ont totalement raison. Hein. Ils ont le public et en plus la plateforme Disney+, elle est parfaite pour... Elle explose. Et elle explose avec ce genre de série. Hein. C'est vrai qu'après Vendavision et... comment s'appelle la deuxième production qu'ils ont sortie qui était vraiment bien, Loki, tout simplement. Oui, Loki était très bien. Loki était vraiment très bien. Donc non, franchement, c'est vrai qu'ils ont absolument raison. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de ce live post. Vous voulez rajouter des choses, non ? De Gary, non ? Non, de mon côté. Ok, et ben c'est... Oui. Tu as suivi toi un peu Johan tout ça ou... Non, du tout, non. Moi j'étais sur SOS Fantôme là, dans ma tête. Non, j'étais en train de me dire, j'avais envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de Ghostbusters, le retour ? Le reboot là, Mais moi je fais partie des gens qui aiment bien aussi celui de 2016 avec les filles. Parce que déjà Ah mais oui. Eh ouais, hein. Ah mais c'est vrai, il y avait celui-là. Ouais, il y a celui-là qui est... Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a une bonne team, en tout cas humoristique. Dedans, il y a certaines vannes qui m'ont fait extrêmement rire. Après, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce côté où, dans la saga, il les dit en fait que c'est dans un univers parallèle. Parce qu'on retrouve le caméo de Bill Murray, et justement, dans celui de 2016 avec les filles, c'est un anti-fantôme, le mec ne croit en rien, etc. C'est un écrivain. Moi, je fais partie des gens, justement, qui trouvent que la team qui était derrière le Ghostbusters féminin était vraiment bien. Et en plus, on retrouve Paul Feig, qui est dedans, donc, qui est le réalisateur du film, mais aussi, il a réalisé beaucoup d'épisodes de The Office US. On le sent énormément, en fait, dans l'humour de ce film, que c'est proche d'un humour qui est assez satirique, etc. Et j'ai un peu de mal, entre guillemets, à trouver... À comprendre pourquoi que les femmes du film, les 3/4 des femmes ont été obligées, entre guillemets, de supprimer leur compte Twitter, tellement ça a été dur pour elles de subir, entre guillemets, des insultes des fans de la... C'est souvent comme ça. Non, mais de la saga Ghostbusters, parce que au pire, même si, vraiment, je tiens à le dire, même si, franchement, le film leur plaît pas, il ne s'inscrit même pas dans la même timeline que les deux premiers. C'est un univers parallèle, totalement rien à voir. C'est triste, ouais. Tu vois, et donc je pense quand même que tu peux être un minima, avoir une réflexion derrière ton écran et te dire... Sur Twitter ? Non. Non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, c'est assez direct quand même. C'est vrai. Comme un P.
Comme un P sur une plaque de Voilà, verglas. c'est ça. Hop, merde. Oh, excusez-moi. Non, mais franchement, voilà. Mais en soi, par contre, le reboot là, qui sort là, donc, cette année, donc à la fin de l'année, fin du mois peut-être. Ouais, décembre, je crois. Ouais. C'est le 1er décembre. Ouais, 1er décembre. Et ben, franchement, il y a quelques trucs qui me chauffent bien. Surtout, C'est un film un peu familial. ouais, Ouais, et, ouais. et surtout le retour de Paul Rudd. Qui est dedans. Moi, j'aime bien l'acteur de Paul Rudd. J'aime bien ce qu'il a fait, ce qu'il propose pour Ant-Man. J'aime bien. Puis surtout, même avant, dans ses rôles très comiques, genre dans la série American Wet Summer, il joue un rôle mais qui est absolument loufoque au plus haut point, et ça j'aime beaucoup quoi. D'ailleurs, American Wet Summer, si vous avez jamais vu le film original avant de voir la série sur Netflix, il y a tous les gros stars de Hollywood sont dans ce film. Bradley Cooper, Paul Rudd, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. C'est un truc de fou. Tu te dis, je pense que c'est un premier film pour les 3/4 des gens qui sont du casting, et ils ont eu l'intégralité du Hollywood qu'on connaît maintenant, quoi. Et c'est très drôle. C'est un teen movie qui a un petit peu vieilli, mais Netflix a très bien su leur redonner un revival, je trouve, avec cette série qui était vraiment très très bien. Ça se mange très très bien, et puis en plus c'est très court. C'est le top. Donc voilà quoi. Et toi, parce que je sais que tu es extrêmement fan de SOS Fantôme. Ah oui, j'aime beaucoup. Et puis, non, je suis hypé de ouf là pour le prochain. Ouais. C'est ouais, j'attends. Puis de ce que j'ai compris, il devrait peut-être y avoir du retour de casting original aussi. Ah oui. Ah ouais, Est-ce que tu penses à Sigourney Weaver ou pas? Je sais pas. Je sais que Bill Murray, j'en suis quasi sûr. Ouais. Les deux autres SOS Fantômes, je pense que ouais, ils risquent de refaire revenir 3 de l'équipe. Ouais. Bah, je crois que de toute façon c'est le maximum, puisque je crois qu'il y en a un qui est décédé. Ouais. Donc voilà. C'est Compliqué. chiant. Après, remarque, ce serait dans le thème. Un truc sur les faire fantômes. revenir un Attends, fantôme. je suis désolé, il y a un mec qui fait des efforts, merde. C'est ça. Mais le film est réalisé par un des fils Et il est réalisé par le fils, oui. de Jason Reitman. C'est un des Ah oui. fils des Ghostbusters original. Donc originaux. Franchement, c'est c'est quand même la cerise. Tu te dis que là, franchement, c'est le top quand même. Voilà. Autre chose à rajouter sur Oui, moi j'ai une question, Oui. s'il vous plaît, monsieur. Je voulais te demander, tu parlais des zombies sur Disney, Ouais. Marvel Zombies. Tu peux m'en dire un petit peu plus, parce que c'est un univers que j'adore. Et je voulais savoir ce qu'ils pouvaient rajouter, ce qu'il y aurait de différent avec, par exemple, du Walking Dead ou autre chose. Ah, alors honnêtement, je pourrais pas t'en dire plus parce que j'en sais rien. Ah, je croyais que en fait, tu avais c'est- vu le premier épisode. Ah oui, D'accord. enfin, Si, si. non, le premier, j'ai pas vu, mais j'ai vu Si, t'as l'épisode vu What If. What If qu'ils avaient fait. Donc Voilà. ça, ouais, j'ai aimé. Après, comme c'est basé d'un comics, du coup, après, je pourrais pas dire parce que j'ai pas lu le comics. Mais après, à voir, franchement, ça pourrait être. C'est quoi la différence? C'est quoi que tu as vu qui pourrait t'intéresser plus que du Walking Dead ou du Fear the Walking Dead ou, Ce serait de voir comment est-ce qu'ils pourraient faire l'approche par rapport à. Ça peut être con de dire ça comme ça, mais l'invasion de zombies par rapport au monde qui s'attend pas forcément à ça. Oui, et puis surtout, un truc tout bête quand même avec Marvel Zombies, le truc le plus incroyable que l'on peut se dire, c'est quand même de retrouver les super-héros Marvel en forme zombie. C'est-à-dire que Captain America a les mêmes pouvoirs que Captain America, sauf qu'il est en full zombie, donc J'adore. il n'a plus en fait la moindre animation dans sa tête. Par contre, il a la même force, il a la même puissance. Wanda, pareil, quand on la voit dans l'épisode de What If, elle pète tout, alors que c'est une zombie, quoi. Elle se frite avec Vision, ça en est impressionnant, quoi. Donc ouais, l'épisode de What If, moi je l'ai trouvé vraiment épique, quoi. Il y a des choses à revoir, certes, des facilités scénaristiques sur l'épisode, comme beaucoup d'épisodes de What If sur les 3/4, mais en soi, pour l'épisode pilote, en tout cas de Marvel Zombie, déjà d'une, je pense que les studios sont contents puisqu'ils ont annoncé la série d'animation. Et moi, personnellement, je suis grave hypé par le projet, Puis quoi. enfin de faire un truc sur des zombies, un truc qui est quand même assez gore, assez sombre, commencer à se dire, on va peut-être développer cet axe-là et faire quelque chose par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Carrément. Je trouve ça bizarre de le mêler à Ouais. du super-héros en Moi fait. aussi, Soit ça m'intrigue aussi, mais j'ai parce assez que intrigué, là, ouais. parce que moi j'aime Ouais, beaucoup c'est- aussi les séries post-apo quoi, vraiment. Mais donc ouais, à voir, je pense que. Ouais, après voilà, comme je te dis, je pense que le comics pourrait en dire plus, mais voilà, je pense qu'il faut le connaître un petit peu pour savoir de quoi ça va retourner, vraiment de quoi ça va parler. Ok. Eh ben, écoutez, super. Eh ben, j'ai envie de vous proposer qu'on passe à la première, la deuxième chronique donc de la soirée. C'est le premier box-office sur Last Night in Soho. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet!
Le box-office, donc première partie dans laquelle on va parler de Last Night in Soho. Avant d'en parler, j'ai un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Il est trop tard pour moi. Last Night in Soho, donc par Edgar Wright qui revient plus effrayant que jamais, ou peut-être pas. Ça sera la réponse justement de nos glandus du soir. Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé de Last Night in Soho ? Je sais que tu es extrêmement fan justement du réalisateur. Parle-nous un petit peu déjà du réal et surtout dis-nous le synopsis du film. Alors, le synopsis du film, ça va être compliqué de le dire réellement parce que je trouve que quand on voit la bande-annonce, on s'attend pas forcément à voir le film qu'on va voir. Ok. C'est Oui. La bande-annonce montre un peu un espèce de film avec des monstres. On s'imagine un truc hyper sombre. Au final, le film est sombre, mais parle pas forcément de monstres. C'est plus un truc par rapport à la folie, plus de l'horreur psychologique, je trouve. Totalement, c'est vrai que c'est un genre justement que Edgar Wright n'avait pas encore exploré. Comme je le disais, on l'a vu dans Shaun of the Dead, qui est entre guillemets un film qui est assez gore, mais qui reste à la fois très humoristique. Hot Fuzz, le film policier, avec quelques passages quand même très graphiques quand même. Ouais. Le dernier pub avant la fin du monde, on a quand même justement toute cette relation aux aliens, aux extraterrestres. Et en plus, le côté très gore est mis entre guillemets, pas entre parenthèses, mais il est surtout très bien fait. Puisque ça reste très comique avec ce sang violet qu'ils ont, bleu. Ouais, bleu-violet. Un truc comme ça, quoi. Donc finalement, tu rentres dans quelque chose qui est très grotesque. Voilà. Là, avec ce film-là, déjà d'une, il est très ancré dans la réalité, un petit peu comme Baby Driver. Ouais. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, justement, Lucas, de ce film ? Alors, moi, ce film-là, je l'ai adoré. J'ai vu 2 fois. Je suis un malade. Je voulais le voir une 3e fois, mais on l'a déprogrammé. Ça m'a emmerdé. Déjà ? Ouais. Il est déjà déprogrammé ? Chez nous, il marchait pas. Très dommage. Ouais, ils ont laissé Halloween, mais pas la Night in. Halloween, faut dire, il y a encore des salles complètes. Hein. Pas chez nous. Ah ouais ? Non, c'est dommage. Ouais, après voilà, donc Last Night in Soho, moi j'ai bien aimé. Le scénario, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que le scénario est un peu, pas forcément complexe, mais assez simple, que ça va... Après, moi je trouve qu'au final, il y a beaucoup de surprises, quelques rebondissements qu'on trouve, mais après par contre, surtout niveau technique, niveau réalisation, je trouve que c'est vraiment... j'ai pris une claque. Moi. Ouais, d'accord. Gary, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire sur le film Last Night in Soho ? Oui, premier point. Oui. Matt Smith. Oui. C'est très bien ça. Oui, Matt Smith, très bon acteur, hein, donc qu'on avait eu la chance de découvrir dans Doctor Who et qu'il a pu se exploser dans d'autres rôles, par exemple, on le verra dans House of Dragon, donc HBO, voilà, Game of Thrones, petite série qui débute. Hein, on connaît pas Game of Thrones. Hein. Voilà, mais toi pour moi c'était la grosse surprise, je savais pas du tout qui jouait dedans. Ouais. Et après je peux essayer de vous raconter l'histoire si vous voulez. De mon point de vue. De ton point de vue, si tu veux, mais s'il n'y a pas de spoil. Ah. Non, parce que le film est quand même récent, on va pas trop spoiler, et surtout, comme l'a dit Lucas, je trouve que si on parle vraiment du scénario et du synopsis, je pense que ça va très vite balancer le twist final, parce que la bande-annonce, comme vous avez pu l'entendre, etc., c'est comme l'a dit Lucas, hein, on pense à des monstres, justement, les vitres qui claquent, c'est justement des monstres qui arrivent devant une personne, etc. Tu te dis, surtout qu'au début, le film avait été vendu comme un film de vampire, et au final, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout un film de vampire, du tout. Donc, tu penses qu'ils ont fait exprès pour la communication repartie dans une autre direction au dernier moment. Je pense qu'au début, ça devait être. Je pense qu'ils auraient dû faire un truc comme ça, mais je pense que vu que ça n'avait pas été annoncé réellement par rapport au synopsis, je pense que tout le monde s'est dit ça va être un truc de vampire parce que c'est des teintes qui font assez penser à de l'obscurité, au monde un peu nocturne. Et au final, en fait, c'est rien à voir avec des vampires. D'accord. Gary, sinon. Non, pour essayer de résumer un peu l'histoire, le début en tout cas. Ok. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite, d'une jeune femme qui habite en Angleterre en campagne. C'est ça. Et qui va à Londres faire ses études pour être styliste, je crois. C'est ça, carrément, dans la mode. Voilà, et qui est aussi très fan des années 60. Ah oui. Du fait de sa grand-mère. De l'influence de sa grand-mère, voilà. Mais lorsqu'elle va arriver à Londres, donc elle va se trouver un logement. Et moi, je le vois comme ça, en fait, elle va être hantée par les souvenirs de ce logement. Alors au début, ça impacte uniquement ses rêves, car elle se retrouve dans le corps d'une femme des années 60. Mais au fur et à mesure, ce rêve va se transformer en cauchemar.
et qui ont également impacté sa vie réelle. Pas uniquement ses rêves, mais aussi sa vie réelle. Oui, totalement. Et voilà, pour résumer le début de ce film, c'est ça en gros. Mais c'est très bien raconté sans dire un peu le twist. C'est la bande-annonce. Voilà. Alors tu vois, moi j'étais plus parti quand même sur Lucas en voyant la bande-annonce d'un délire de vampire. Hein. Vraiment à la base, hein, vraiment sur les premiers. Et quand j'ai vu que, comme l'a dit Gary, que la personne était entre guillemets hantée par les souvenirs de la chambre qu'elle habite, je me suis dit. Mais moi c'est ça que j'ai vu dans la bande-annonce. Hein. Moi c'est exactement ce qu'il vient de décrire. Ouais, c'est moi vraiment aussi, ouais. Après il y a peut-être une autre bande-annonce du coup avant que vous avez vu, mais moi j'ai pas vu. Je sais qu'on l'a vu ensemble, Lucas. Ouais, non, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autres bandes annonces réellement. Je crois que c'était. L'extrait que vous avez entendu, ça vient de la bande-annonce 2, mais je dois vous avouer que je l'ai regardé principalement au niveau du son pour que ça passe bien, pour qu'on ait un peu l'ambiance, etc. Donc j'ai pas vu les images. Donc en fait, vu que j'avais vu le film avant, pour moi, ça m'a pas choqué en fait entre guillemets. Mais la première bande-annonce, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très néon, quelque chose qui était basé sur le monstre, la peur d'une femme, avec un délire de paralité avec une autre. Genre, un crime s'est passé et en même temps, elle va essayer de le résoudre. Voilà. Mais ça, c'était très vague, entre guillemets. Et quand là, il y a la deuxième bande-annonce, pour vous qui vous paraît plus limpide, c'est carrément dans ce que Gary a dit. Franchement, bravo Gary. J'ai pas vu les bandes-annonces. Ah bah, non mais franchement, bien. Et donc, ton avis sur le film, t'as bien aimé toi ou pas? Ou tu l'as trouvé un petit peu long peut-être? C'est pas trop mon genre de film. Oui, tu l'avais dit déjà pour Halloween. C'est possible, voilà. Non, je l'ai vu une fois, je regrette pas, mais je pense pas que je le reverrai une seconde fois. Ah oui, d'accord, ok. Toi, par contre, tu te souviens, à l'époque, on avait été voir ensemble le dernier pub avant la fin du monde, Oui. tu sais, qui est un film où Simon Pegg joue Gary. Oui. C'est vrai. Donc voilà, celui-là est un peu plus ton style de Edgar Wright, c'est un peu plus humoristique. Oui, etc. voilà, c'est un peu plus sympa, ça c'est déjà plus mon genre, oui. Et puis, moi, c'est mon préféré de Edgar Wright, hein, je le dis haut et fort, il y a Pierce Brosnan dedans, donc voilà. Je ne suis pas du tout objectif. Ekichi, je ne sais pas si tu as pu aller le voir. J'ai pas vu le film, mais la bande-annonce, en tout cas, ça a l'air d'être un très beau film, etc. La bande-annonce était très belle. Mais j'ai pas été voir le film. Non, mais c'est pas grave. Mais justement, par rapport au réalisateur et au film qu'on a déjà cité, t'avais déjà vu 2-3 œuvres, genre Baby Driver, Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Tout ça ne me dit rien. Et franchement, c'est cool. Hein. Le Late Show, c'est fait pour ça, hein, les gars. Oui. On découvre des films et c'est le but. Vraiment, intéresse-toi un petit peu à la filmographie du bonhomme. Avec la trilogie Cornetto, t'es sûr et certain de trouver ton bonheur parce que si tu veux, je te file son CV. Hein. Voilà. Ah oui. Lucas, premier fan du réalisateur. J'ai fait son CV. Et t'as fait un vrai CV? Allez, je me suis emmerdé, j'avais 5 minutes, j'ai dit allez vas-y, je fais un truc rigolo. Sébastien, faudra que tu prennes une photo quand même incroyable du CV. Énorme. Du CV donc de Edgar Wright pour plein d'émissions. Pour son numéro de téléphone, je cite, j'ai mis, je sais pas, mais si quelqu'un le possède, son 0033, car c'est l'indicatif anglais, je prends. Incroyable. La photo sera présente sur les réseaux, les amis, donc du Late Show, donc le facebook.com/lateoff et le Instagram le Late Off et bien entendu la chaîne YouTube le Late Show si vous arrivez à nous trouver. Mais il va falloir vous abonner pour le référencement les potos, hein, parce que là c'est compliqué. Il y a des émissions américaines à doubler. Il faut le faire. Hein, les amis, on y croit. Johan, toi un petit peu, Edgar Wright, vu que je pense que tu aimes bien les films anglais, tu as souvent été à Londres, c'est un réalisateur que tu aimes bien. Oui, j'aime beaucoup Shaun of the Dead, que j'ai adoré, qui est pour moi un film culte. Vraiment. Ah oui, c'est culte. Et après, je savais pas du tout que c'était lui qui avait fait le dernier pub avant la fin du monde. Ah oui. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'étais pas mal intéressé par ce film Last Night in Soho. Et j'ai vraiment envie de le voir parce que... voilà, j'étais pris aussi comme toi. Je pensais soit que c'était ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, soit effectivement un monde parallèle dans lequel il y avait eu quelque chose où la fille devait soit retrouver le meurtrier d'une autre, dans une autre époque, quelque chose comme ça. Enfin, je me demandais ce que c'était, mais j'aime beaucoup. Ouais. Oh. Déjà, j'adore tout ce qui est anglais, le cinéma aussi, le cinéma de genre. Et j'avais adoré 28 jours plus tard, tous ces trucs-là. Enfin voilà, c'est mes films cultes. Ah oui, avec les films de genre en général. 28 jours et 28 semaines plus tard, donc incroyable, film de Danny Boyle, vraiment, si vous ne les avez pas vus, foncez, et bravo Lucas pour ce CV. Ah oui, il est génial le CV. Hein. J'ai même mis la petite photo et tout, j'ai fait des choses impeccables. Mais je l'imaginais pas comme ça en plus. mais je veux un CV des futurs réalisateurs. T'en as fait un pour Chloé Zhao, j'espère. Si tu veux, non, je l'ai pas fait. Mais si tu veux, pour les prochains, j'essaierai de faire un CV pour chaque réal. Incroyable. Limite, j'ai envie de l'encadrer.
Ah, Il y a- sérieux? Ah, mais- Ouais. C'est cadeau si Il y a tu veux. certains réels, il va y avoir du boulot sur le CV. Il Bah va être, ouais, il va être genre balèze, hein. Spielberg, là c'est 3 pages. Hein, donc on est d'accord. Ouais, Ok, t'inquiète, ok. Au taquet. Bon, les amis, merci d'avoir donné un petit peu votre avis sur Last Night in Soho. Je pense que on va pas trop épiloguer sur le film. Sur le film, ça reste un bon moment quand même devant le cinéma. On vous conseille d'aller le voir au cinéma quand même. Oui. Oui, oui, plutôt. Une moi, fois, je- oui, c'est sympa. Oui, oui. Moi, je le conseillerais, mais surtout, c'est le côté graphique, le côté réalisation, parce qu'au niveau esthétique, c'est vraiment, c'est un bijou le machin. Alors, justement, allez, on rebondit avant de partir là-dessus. Par rapport à Baby Driver, que toi t'avais adoré, que tu trouvais que c'était une masterclass, etc. Est-ce que t'as plus apprécié Last Night in Soho que Baby Driver? C'est différent parce que Baby Driver c'était vraiment côté audio, côté son en fait que c'était beaucoup travaillé et super bien travaillé. Last Night in Soho c'est vraiment plus le côté esthétique, image, le jeu de lumière, les tableaux qu'il crée en fait en faisant ces plans et c'est deux œuvres qui sont vraiment différentes au final. Par contre, je suis d'accord avec toi. Tu as employé le terme tableau. C'est un truc qu'on pouvait retrouver sur, par exemple, genre Dune de Denis Villeneuve qui est incroyable, où on voit des plans qui sont dignes limite de peinture, entre guillemets. Là, c'est exactement ça avec Last Night in Soho, Ouais, moi, le dans- jeu de couleurs. Moi dans le film Last Night in Soho, la scène que je retiens le plus c'est la scène de la danse. Hein. Oui. Quand Matt Smith danse avec... Tu as une anecdote en plus. Tu as une c'est qu'il n'y anecdote. a aucun trucage en plus. Hein. Aucun C'est trucage. Énorme. Cette C'est- scène a été faite sans T'as- effets spéciaux. T'as le couple qui danse au milieu de la piste et en fait t'as une caméra qui tourne autour du couple et à chaque mouvement de caméra en fait t'as une actrice qui vient prendre la place de l'autre et ils intervertissent au fur et à mesure. C'est qu'à la caméra tu vois que dalle et c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant à voir à l'écran. Et moi, en tout cas, je vous conseille sincèrement Last Night in Soho. Après, à voir si vous aimez en tout cas le style de Edgar Wright, parce que là, c'est vraiment du Edgar Wright. Et ceux qui sont intéressés, il y a le making of de 15 minutes je crois sur YouTube où Ouais. on voit un peu justement beaucoup par rapport à cette scène là et après tous les plans de lumière, tout ça, il y a tout sur YouTube. Ok, eh ben écoute, merci Lucas. Pas de jingle, mais on continue l'émission avec le gros du gros. C'est l'interview de notre invité. Ce soir, notre invité, vous l'avez entendu. Je l'aurais pas aimé comment il a parlé de toi. Non, hein. ben, je n'ai pas compris depuis le début. Le gros du gros, là, depuis tout à l'heure, Parce que je suis là, c'est- mais putain, bah, quand c'est- même. c'est la- Il exagère, ok, il y a eu le Covid, j'ai un peu bouffé, j'étais chez moi. Non, mais quand même. Alors non, il faut pas le prendre comme ça. Ah, vraiment, non. T'inquiète. Pas du tout. Alors, Johan, Le merci. gras du gras, alors c'est ça. Attention, ça peut rester en titre YouTube. Hein. Donc voilà. Alors, l'interview donc de Johan. Merci Johan en tout cas d'être présent ce soir dans le Late Show. J'espère que tu passes pour le moment un très bon début d'émission. Écoute, oui, j'ai pas envie de m'endormir, donc ça va, c'est plutôt cool. Impeccable, impeccable. Alors, on va revenir un petit peu sur beaucoup de choses que tu as fait dans ta carrière. Et j'ai des extraits musicaux qui vont te rappeler un petit peu, je pense, certaines périodes de ta carrière. Donc, on va commencer tout de suite avec celui-là. Ah bah oui. Et oui. Ça fait longtemps que je l'ai pas réentendu. Hein. Je suis en train de me dire, il y a des gens derrière qui font des trucs super chelous en fait dans le générique. C'est irréel en fait. Pour C'est les vrai. personnes qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le générique de KD2A. Donc, tu as été animateur de KD2A pendant une bonne période. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette expérience télévisuelle? Raconte-nous, je sais que tu l'as beaucoup raconté sur Internet, mais raconte-nous cette anecdote justement de comment tu as fait pour rentrer à KD2A, qui est absolument incroyable. Bah, souvent, enfin, ma vie est dictée par des ouvertures de portes qui ne sont pas au départ les portes que je dois ouvrir. Ça a toujours été comme ça depuis tout petit. Et ça a été plutôt plus ou moins le cas. C'est-à-dire que je suis allé, j'avais 2 castings ce jour-là. J'avais un casting pour un téléfilm et pour une émission. Et je me suis dit, bah non, je vais continuer comédien, quoi. Donc je vais aller à ce casting de téléfilm. J'ai appris le texte et tout, je me suis bien fait chier. Et je suis arrivé au casting et je me souviens quand même que je trouvais que les gens étaient très apprêtés pour un téléfilm, je sais plus si c'était d'époque ou un truc comme ça, mais je trouvais que les gens, ils étaient bien coiffés, ça ressemblait bien à du Disney, tu vois, du Disney Club. Je sais, c'est bizarre et tout, mais bon, c'est pas grave. Hop, je suis passé au casting
Et j'ai commencé le texte d'un autre casting et j'étais en fait sur le texte de KD2A, sur le casting de KD2A, et elle me dit ah bah non c'est pas ça, et je lui dis bon bah excusez-moi pardon je vais partir. Elle me dit non reste, fais ce que tu veux et on verra, et j'ai commencé comme ça. Après bien sûr il y a eu d'autres castings, mais j'ai été présélectionné comme ça en faisant un peu n'importe quoi, on peut le dire. En tout cas n'importe quoi, voilà, du Johan quoi, voilà. Ouais, il a fait du Johan, et ce qui a donné donc KD2A. C'était à peu près ça, hein, ce que je leur ai sorti, t'inquiète. Le cafouillage, mais bon, ça vaudra pas celui de The Kerry 78, hein, on est d'accord. C'est quoi ça? J'ai très peur là. C'est The Kerry 78 qui essaye de dire EA Sports, it's in a game. Ah ouais, tu peux me le repasser là? Ah ouais, putain, Oh la vache, il n'y a pas un mot dans le... Il n'y a rien, il n'y a aucune syllabe qui est bonne. Ah, c'est très bien, c'est très très bon ça. Bah oui, donc voilà quoi. Donc Bon, c'était les débuts de Nanana. de, Voilà. de KD2A, voilà, une émission qui était assez dynamique, et le générique le montre, hein, c'est toi qui monte le studio de A à Z. Les chroniqueurs, vous connaissez KD2A, vous avez regardé à l'époque. Alors Ekichi. Alors, je m'en souviens très brièvement, mais mais ma mémoire est beaucoup trop lointaine là pour me souvenir de quoi que ce soit. Mais, Après, pourtant, c'était dans les âges que tu aurais pu regarder la télévision, France Télévisions, parce que ça passait sur France 2. Oui, non, mais ça, oui, j'ai le visuel dans ma tête, mais voilà, j'étais sûrement sur autre chose. T'avais quel âge surtout? C'est ça? Je sais pas, c'était C'était en quelle année, Yoann? Je sais plus. Dans les années 2000. Ouais, 2000. Ouais. Bah oui, j'avais déjà 10 ans, 11 ans. Ouais, tu vois, donc c'est carrément l'âge pour regarder KD2A. J'étais sur les mangas à fond. Ah oui, déjà le Japon. On avait l'introduction dans le Japon. Lucas. Moi, je crois que je suis trop jeune pour avoir. Ah oui, c'est vrai que tu étais beaucoup plus jeune que nous. Alors, bonjour, je me présente. Je vais avoir 23 ans fin d'année. Ah oui, donc concrètement, non. Non, moi, c'était à base de Dora l'exploratrice, les Teletubbies, oui. Ah non, on n'avait pas ça. Non, on avait le Prince de Bel-Air. Vous avez entendu le Prince de Bel-Air, quoi. Je veux dire, c'était diffusé quand même dans KD2A. C'est une des sitcoms les plus cultes, en tout cas, de ces 30 dernières années, quand même. Donc, c'est vraiment incroyable. Vous avez été précurseur sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu, toi, de cette expérience de KD2A, en tout cas de la télé, en règle générale? Moi, je me suis marré. Vraiment, j'ai été moi-même. Ils m'ont laissé carte blanche au bout de 6 mois et ils m'ont dit tu fais vraiment un peu ce que tu veux, pas ce que tu veux, parce que j'allais pas faire n'importe quoi non plus, mais ils ont été je me suis vraiment amusé, et j'ai été avec des gens hyper intelligents, très aimants surtout, et c'était encore une époque, c'était d'ailleurs la dernière vraie émission jeunesse du service public et de pas mal de chaînes. C'était pas du flux, c'est-à-dire qu'on ne mettait pas des séries les unes derrière les autres. Là, il y avait un présentateur, il y avait vraiment toute une structure chez France 2 qui était là pour les jeunes, qui mettait de l'argent sur l'achat de belles séries. Et donc, j'ai travaillé avec des gens aimants qui voulaient faire évoluer les jeunes, qui leur mettaient des vraies grandes séries comme Le Prince de Bel-Air ou plein d'autres belles séries qu'on a eues, des créations. Et il y avait vraiment des gens géniaux. Et je me suis éclaté. Mais vraiment, je me suis éclaté. Eh ben, en tout cas, super. Et puis, comme tu l'as dit avant, dans cette petite anecdote de comment tu as eu la présentation de KD2A. Donc, à la base, tu es comédien. Ouais. Donc, après, avec le temps, tu as fait énormément de doublages. Et il y a un doublage dont j'avais envie de revenir. Là, par contre, on va parler un petit peu de vieilles séries. Mais écoutez un petit peu. Les frères Scott, on en parlait en off juste avant, puisque tu as collaboré avec Constantin Papas, qui nous fait la voix, qui est la voix du Late Show, hein, que vous entendez. Raconte-nous un petit peu cette expérience des frères Scott. C'était une expérience géniale pendant 8 ans.
pas tous les jours, mais quasi. Ça a été ça a été extraordinaire. Il y avait donc Constantin, il y avait Laura Préjean qui jouait ma pétonne. Et c'est dingue, tous les gens. Il y avait Laura Préjean et Barbara Del Sol. Et les deux dont j'étais amoureux dans la série, on est restés très très proches. Il y a quelque chose qui a été créé entre nous, un lien qui a été créé, qui restera pour toujours. C'est pour toujours, Laura Préjean sera ma pétonne. Bon, après, je l'ai eu aussi sur Big Bang Theory, c'était Penny, mais ça restera quand même ma pétonne. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, tu me parlais de Constantin, c'est tout de suite, c'est Oncle Kiss. Il y a plein de... Je sais pas, c'était une période de ma vie où ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il y a eu un lien entre les comédiens. On était tous ensemble, on jouait tous ensemble. C'était encore une période où on enregistrait ensemble. Et c'était vraiment fort, c'était magnifique. Cette série, elle était géniale. Vous avez des questions par rapport à la pratique du doublage Là, par exemple, comme tu disais, donc pendant 8 ans, qu'est-ce que ça fait de doubler une série sur plusieurs années et quand ça se termine, comment ça se passe, comment on vit ça en fait? Est-ce qu'on vit vraiment la série? Ouais, tu vis. Enfin, moi, en tout cas, je m'implique. Peut-être, je sais pas. Certains diront trop, je sais pas, mais en tout cas, je le vis vraiment. Je suis à fond. Nous, après, notre métier, c'est aussi ressentir, avoir des émotions et tout. Donc, clairement. Moi, je suis imprégné de ce que je fais. Et du coup, je vis avec le personnage, je suis à fond. Enfin, je vois quand il a eu un accident, à un moment, je croyais qu'il allait mourir. J'étais à donf, quoi. Il n'y avait pas encore tout le téléchargement. Enfin, il y avait du téléchargement, mais on avait quand même les épisodes assez vite. Donc, j'étais vraiment sur ça, à me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? T'es vraiment à fond. Et quand c'est sur 8 ans comme ça et que tu as ton personnage que tu développes, qui se développe, que il perd certaines personnes, comme son oncle. Enfin, bon, je ne vais pas spoiler, hein, tout le monde l'a vu. Enfin, quasiment tout le monde a vu la série. Mais il y a énormément de choses qui se passent et toi aussi tu vis à ce rythme-là. Et c'est vrai que après, quand ça se finit et qu'on te dit ouais, c'est la dernière année, déjà la dernière année, t'es là, ah ouais, ah ok, donc je vais en profiter à fond et tout. C'est ce qui s'est passé aussi sur Big Bang Theory pendant 12 ans. Et là, quand on m'a dit c'est peut-être la dernière année, je me suis dit ah ouais, putain, 12 ans, c'est énorme. Et tu te rends compte que tu as passé une grande période de ta vie. On partage énormément de trucs, c'est sur les doublages aussi, c'est qu'on devient une famille. Donc comme sur la série, on va dire... en images, il se passe aussi des choses sur le doublage. C'est-à-dire qu'avec Laura, comme je le disais tout à l'heure, ou avec Constantin, ou avec plein de gens comme ça, tu crées une vraie famille. Donc ça, on peut s'engueuler, comme on peut partager des choses géniales, comme on peut d'un coup s'inviter à des anniversaires, à se voir à côté. Et c'est ce qui s'est passé sur les frères Scott ou sur Big Bang Theory un petit peu avec certains comédiens. Et donc c'est vraiment une famille, quoi. Il y a quelque chose qui se crée, quoi. Imaginez cette émission-là que vous faites pendant 12 ans et vous allez vous voir toutes les semaines pendant 12 ans, plusieurs fois par semaine, quoi. Ça crée des liens obligatoirement, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Tu as l'habitude de regarder les séries dans lesquelles tu joues? Non. Non, mais mis à part, mais vraiment, genre, aller regarder, genre, autre qu'au studio, c'est-à-dire, tu sais... c'est la question que j'allais poser aussi, si le fait de... Parce que comme du coup, tu doubles, tu vois un peu l'action et tu sais ce qui va se passer, du coup... Ouais, puis il faut pas oublier que nous, on passe pas 1 heure par épisode, quoi. Si c'est un épisode de 52 minutes, on travaille pas 52 minutes, on va travailler parfois une journée entière dessus, donc c'est quand même... tu le vois, l'épisode, quoi. Tu vois les scènes parfois 10 fois, enfin, je sais pas, il y a vraiment des... Donc le revoir derrière, alors que je connais même le figurant qui est derrière, qui passe, tu vois, J'y ai donné 2 prénoms. C'est ça, ah oui, la meuf est derrière, tu vas voir, prendre un croissant là. ça peut être un peu stressant déjà pour les gens qui le regardent avec moi. Mais non, en général, je regarde pas ce que je fais parce que j'ai fait aussi du doublage en me disant putain, c'est génial, je vais mater des séries et on va me payer pour ça, quoi, s'il te plaît. Je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer la comédie et en plus, je vais voir des séries et je vais faire le truc de la fin quand il y a le générique qui démarre direct et que tu fais quoi, il s'est pris un bateau, machin, j'étais ouf, quoi, le cliffhanger, c'est moi qui vais le faire, ouais. J'étais ouf. Et du coup, après les regarder, tu vois, t'es pas spectateur, moi je suis acteur de ça, donc je me fais des kiffs de je suis machin, je suis Zac Efron, d'un coup qui va se prendre, c'est le héros, il se prend enfin voilà, il va s'envoler, des trucs, tu vis des trucs complètement improbables et après les regarder, ça a moins le goût de ce que j'ai eu pendant le truc. Et en plus, je vais surtout pas le regarder en français, quoi, parce que si c'est pour m'écouter en plus, là ça devient, je pense qu'il y a un problème psychiatrique, tu vois. non, mais bon, c'est intéressant de justement savoir un peu ça. T'as évoqué le fameux nom, Zac Efron. Ah, donc tu es sa voix depuis... Zacouille, oui. Zacouille. Moi je l'appelle Zacouille. Il y a un moment, tu les connais tellement, tu leur donnes des petits noms, c'est vrai, quoi.
Et ça a commencé à Fun Radio quand je fais des jingles aussi pour Fun. Et il y avait une fille géniale, Pauline, avec qui je travaillais. Et à chaque fois, elle me disait alors comment il va Zakouille? Il a refait un film. Et quand elle me disait ça, ça me faisait toujours rire. Et du coup, on parlait de Zakouille. Et depuis, j'ai pas arrêté de dire ouais, tiens, Zakouille, il a sorti un nouveau film, c'est génial, je vais être dessus et tout. Mais je le respecte énormément. En revanche, c'est pas du tout. Au contraire, c'est plutôt affectif de ma part. Mais Zakouille, la citrouille. Voilà. Et après, il y a pas Chadouille, Michael Murray ou il y a pas. Non, je mets pas ça partout. Hein. Oui. Non, mais bon, donc Zac Efron, donc depuis High School Musical, et apparemment, tu l'aurais rencontré. Zac Efron, pour l'avant-première. Tu l'appelais Zakouille aussi ou pas? Ah oui, complètement. Je suis arrivé, je dis How are you Zakouille? Bien sûr. Non, ça c'est pas vrai. Oui, je l'ai rencontré, on s'est croisés à l'avant-première de High School Musical 3. Donc, et c'était une bonne expérience. T'en tires une. C'est toujours cool de voir les comédiens que tu doubles. Eux, ils sont hyper heureux, les Américains et les Anglais et tout. Ils sont grave chauds de te voir. À chaque fois, ils sont là. Ah putain, j'ai écouté. Machin. En plus, ils venaient de voir le film en français. C'était au Grand Rex. Et il était très content de sa voix française. Il était super cool. Après, tu vois, ils sont en promo. T'es pas là, vas-y, on va se boire un verre. Et on va parler de tout ce que j'ai ressenti quand je t'ai doublé. C'est génial, ceci. Ça reste quand même très pro, mais c'est des gens. Moi, j'ai rencontré des gens super, quoi. À chaque fois que j'ai rencontré mes comédiens, ça a été génial. Ok. Non, Michael Murray, tu l'as rencontré? Non. J'ai failli. J'adore le mec qui l'a fait. J'ai failli. Il était en France et j'étais invité. J'ai pas pu. Ah, dommage. Ça fait bizarre de dire ça, mais oui. J'avais pas le temps. Mais, écoutez, ça suffit. Non, mais c'est toujours intéressant parce que Zac Efron, c'est quand même une énorme star hollywoodienne. C'est quand même quelqu'un qui fait, à mon avis, très peu de conventions. Donc, c'est toujours intéressant quand les studios, on te propose de le rencontrer parce que je pense qu'on peut se dire c'est une personne inaccessible quand même. Parce que c'est du high level de Hollywood. Hein. Je veux dire, le gars est présent sur les écrans depuis très longtemps. Je veux dire, il a été exposé très jeune. Donc voilà, un peu à la Justin Bieber aussi, qui lui est quasiment sur les écrans de tout le monde depuis son enfance. Donc voilà, c'est sûr que de le rencontrer et voir quelqu'un comme ça doit être un petit peu impressionnant, je trouve. Après, tu vois, encore une fois, on n'a pas non plus le temps de leur parler, de s'étendre plus que ça, quoi. Ça reste quand même très professionnel, quoi. Ah ouais, mais moi j'ai vu The Rock à 3 mètres, j'étais content. Hein. Voilà, c'est ça. tu vois, par exemple, sur c'était quoi? C'était The Greatest Showman, tu vois, on a croisé Hugh Jackman, mais on l'a croisé, quoi. Moi, je lui ai pas parlé, j'allais lui dire quoi? Salut, ça va? Ouais, tu danses bien. Voilà, ils font la promo d'un film génial, ils sont déjà en train de donner de leur personne et tout. Je vais en plus me la péter. J'étais dans un Audi, j'ai fait Zakouille la fripouille. Voilà. D'autres questions par rapport à la carrière de Johan, peut-être sur Zac Efron, Gary? Non, pas sur Zac Efron. Oui. Mais en fait, ce matin, j'ai regardé ta filmographie sur Wikipédia. Alors, je sais pas si la source est bonne. Okay. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça fait 20 ans que je t'entends dans ma télé. Mais je m'en suis jamais rendu compte, vraiment. Ah ouais? Oui. Sur quoi? Et que je te harcèle, c'est quoi? Justement, parce que je sais pas si la source est bonne. Hein. Oui. Ou c'était juste un épisode ou deux, je sais pas. Mais j'ai vu dans Smallville. Oui. Supernatural. Breaking Bad. Oui. Breaking Bad, c'est Todd. Toute la saison 5. Ah oui. Charmed. Spartacus. Oui. Mais Spartacus. C'était génial ça. J'ai adoré. Et tu sais, le fils de la saison 3. Ouais, qui est un vrai bâtard, lui. ouais. D'accord, incroyable. Un rôle dans L'Âge de glace aussi, je crois. Oui, des dodos. Les dodos. J'adorais. Je me suis battu pour une pastèque, ouais. Comme quoi. Voilà. Et plus récemment, c'est intense quand même dans une vie. C'est très éclectique. Hein, c'est ça. Ouais. Plus récemment, j'ai vu Le Dragon Argenté sur Netflix. Ouais. Bah, je fais le petit garçon, je crois. Le petit garçon qui, ouais. Voilà, que j'ai pas vu le film encore, mais je vais le voir. Très bon. D'accord. Voilà, et des publicités, des pubs, je me suis dit, ah, c'est lui ça. Ah oui, bah oui. Il y a tellement de pubs que j'ai vu. Justement, tu préfères qu'est-ce que t'aimes bien les pubs? Tu préfères les séries? Parce que c'est un autre exercice de faire de la pub. C'est un autre exercice, ouais. La pub, c'est rigolo. Moi, ça me permet de faire des trucs que j'entends depuis tout petit, qui me font kiffer. Tu vois, par exemple, quand je suis sur Fun Radio et que d'un coup on fait Fun Radio, le son dance floor. Tu fais des trucs hyper rigolos avec ta voix, c'est marrant, quoi. Tu vois, S'il vous plaît, ne strikez pas la vidéo. Fun Radio, ce n'est pas
Un lancement pour vous. Voilà, non, pardon, excusez-moi, j'ai rien fait. Et mais bon, tu peux faire, je sais pas, Foon Radio, alors on va dire. Je sais pas, Le Late Show, ça marche aussi. Ouais, le Late Show. tu peux t'amuser avec ta voix, en fait, c'est assez rigolo la pub sur certains trucs. Après, il y a la pub, c'est des signatures aussi. Tu vas vendre des produits improbables que tu adores depuis tout petit, donc ça c'est fantastique. Et puis ça dure pas très très longtemps la pub, donc on nous prend 1 heure de notre temps et on kiffe bien avec les personnes. Et puis c'est rigolo de pouvoir créer. Ils ont des attentes, les marques, et toi avec ton bagage émotionnel, artistique, tu vas leur créer, on va dire, leur signature, leur truc. Donc c'est super kiffant de faire ça, de travailler avec eux. Et sinon, moi je préfère quand même l'acting, c'est-à-dire je préfère faire des films, des longs métrages, mais j'aime aussi être au théâtre, j'aime aussi tourner. En fait, c'est des exercices complètement différents, mais ça me permet d'être comédien dans des exercices différents, de façon différente, avec des techniques différentes. Tout à l'heure, tu parlais de micro-cravate pour le son, c'est ça, c'est aussi ça. Si tu perches, si tu... pardon, ton prénom Esteban. Voilà, avec Esteban qui nous disait que le son avait été pris en micro-cravate, mais c'est pareil, tu as plein d'ingé sons qui peuvent être soit en doublage, soit sur le tournage, et c'est je pense, des techniques différentes et du coup des kiffs différents, et ça dépend de ce que tu as envie de faire. Moi, perso, j'aime tout. Donc, et ça me permet de supporter quand je fais trop de doublage, par exemple, et que je suis trop souvent en doublage, il me manque quelque chose. Donc, il faut que j'aille sur scène et pour me renourrir de quelque chose, ou alors il faut que j'aille tourner, ou il faut que je voyage d'ailleurs, ou n'importe quoi, mais il faut que je fasse quelque chose qui me nourrisse. Et après, poum, je reviens avec plus de choses à donner et à offrir à mes rôles. Et ben justement, tu parlais d'aller sur scène. Là, apparemment, ton actualité, ça va être d'aller sur scène. Oui. J'ai pas envie, monsieur, j'ai peur. C'est parce que c'est la première, donc on est tous dans un état pas possible. Oui, je vais jouer au théâtre avec Leslie Bévillard, une pièce qui s'appelle Le Rancard. D'accord. Et on commence par une tournée et je vais continuer après, normalement, une autre pièce qui s'appelle La Baronne, qui sera à Paris, au Trévise, normalement. Voilà. D'accord. Donc là, le théâtre, ouais, j'en ai vraiment besoin. Et le Covid, mais... Pardon, je m'étais juré de ne pas dire le mot pendant toute l'émission. Je me suis dit, on va faire une émission sans ce mot. Donc là, alors je vais le faire autrement, on coupera. L'arrêt de notre travail, on va dire en live, m'a beaucoup manqué justement pour me nourrir. Et là, j'ai vraiment besoin soit d'aller voir des spectacles et surtout de participer à des spectacles en live. Tous besoin. Pour vraiment être dans une sorte d'émulation. Enfin, il y a quelque chose dont on a besoin. On n'a plus le contact physique, on l'a plus vraiment, même encore maintenant. Et nous, artistes, c'est le lien qu'on nourrit et qu'on est nourri par ce lien avec le public. Et de plus l'avoir, sauf sur des plateformes comme Netflix qui sont géniales. Moi, j'avoue que j'ai eu énormément de chance parce que je suis comédien aussi dans le doublage et dans la voix, et que même si la première partie du confinement, je l'ai faite comme tout le monde chez moi, sans travailler. En revanche, j'ai pu écrire, j'ai pu faire plein de trucs, mais après, j'ai retravaillé énormément et donc j'ai été sur des séries, j'ai eu un boulot monstre, alors que d'autres comédiens n'ont pas eu cette chance. Donc j'ai vraiment énormément de chance, mais j'ai aussi besoin d'être en live et d'être sur scène. Donc voilà, on te retrouvera sur les planches d'ici la fin du mois, si je ne me trompe pas, le 24. Ouais, non, le 27. Le 27, vas-y, c'est j'ai ça. la trouillassse, on n'a pas fini de répéter. Tu vois, ils ont déjà sorti l'affiche. Là, sur les réseaux sociaux, ils sont là, ouais, retrouvez-nous le 27. Moi, je suis là, non, attendez. Ça va bien se passer. Il y a encore des C'est choses... du bon stress, comme on dit. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est du bon stress. Après, tu parlais justement Netflix, confinement, etc. Il y a une grosse série qui est sortie dernièrement, qui s'appelle Squid Game. Mais l'année dernière, il y a eu une série qui est similaire un peu à Squid Game, qui est japonaise, qui s'appelle Alice in Borderland, et on a le plaisir de t'entendre. Est-ce que c'est japonais ou c'est Japonais. coréen? C'est japonais, d'accord. Japonais, puisque on a le fameux le spécialiste, entre guillemets. spécialiste Japon, Ekichi. Et puis surtout, la première scène de Alice in Borderland, on est sur le passage piéton de Shibuya. Ah, mais oui. Clairement. Voilà. Mais oui. Je me suis même demandé, un peu à l'instar de ce qu'ils avaient fait à Paris pour Seul Tout, quand ils ont dû vider des rues intégrales, je me suis demandé comment le bordel que ça a dû être de vider surtout là-bas, le carrefour le plus emprunté du monde. Je me suis dit, ça a dû être une calvaire.
logistique, mais bon. Ah oui, c'est clair. Mais alors, c'est impressionnant de voir Tokyo d'ailleurs vide comme ça dans la série. Mais... Parce qu'il est sorti quand? Il est sorti après le confinement, non? Bah, c'est sorti. Attends, l'année dernière, 2020, elle est de 2020. 2020, mais c'était après le confinement. On l'a fait après le confinement. En tout cas, nous, le doublage, on l'a fait après le confinement. Je crois bien parce que le premier confinement. Et oui, après le premier confinement, et je crois que ça avait tellement bien marché dès le début en fait, puisque je crois qu'on a été reconfiné derrière. La saison venait à peine de sortir que Netflix annonçait la saison 2 de Alice in Borderland, genre par un petit teaser avec une carte qui se retourne et on voit le 2 derrière. Donc j'espère que je vais revenir. Je sais pas si mon personnage va revenir. Peut-être en flashback. Ou un autre. Oui. Ou un autre. Non, un autre, je peux pas doubler un autre. Mais bon, ça serait énorme. Voilà. Mais en tout cas. Après, il y a d'autres séries que Johan, on a pu le plaisir de t'entendre, comme celle-ci par exemple. Maman Big Bang Theory, donc tu joues Wolowitz. Toi, tu dis Wolowitz. Ouais, c'est mignon. Non, ça se dit pas Wolowitz. Ça se dit Alors pas. vous dites comment? Tiens, on va faire un petit test. Howard Wolowitz. Wolowitz. Wolowitz, toi. Ouais, j'aurais dit Wolowitz. Ouais. Ah, Wolowitz, moi je sais pas, j'aurais dit Wolowitz. Mais c'est pour se la péter, ça. Ouais, c'est parce que tu es américain. Wolowitz. Je rappelle, à mon niveau d'anglais, c'est ça. Non, c'est Wolowitz. Ouais. C'est One point. Yes. Ok. Alors, pareil, là, ça t'a pris 12 ans. Ça m'a pris 12 ans pour y arriver, pour arriver à faire une phrase. C'est énorme. Non, oui, 12 ans. Ouais, j'ai eu 12 ans de 12 ans de travail avec cette série. Ouais, 12 ans de mariage tous ensemble sur cette série. Et là, ça a été une vraie famille. Je peux dire que en 12 ans, on en a vécu des trucs humains. Ah ouais, il y a eu des hauts, des bas. Déjà, cette série, elle a été géniale dès le début. On s'est tous marrés. On a vu qu'ils étaient très, très bons, surtout. Donc, on a essayé d'être aussi bons qu'eux, en tout cas de les servir le mieux possible. Et on a été dirigé pendant longtemps, peut-être 8 ans ou 9 ans, par Martine Merag, qui était une grande comédienne. Je ne sais pas si vous avez regardé Marier deux enfants, c'est ça? Une série, une sitcom des années 90. Oui, ok. Une grande sitcom hyper connue. Et elle faisait le rôle principal et elle était devenue directrice de plateau aussi. Et elle nous a quittés pendant Big Bang Theory. Et pour nous, c'était un peu la maman de Big Bang Theory. Et une femme extraordinaire. Et elle est partie quasiment en même temps que la maman de Howard Wolowitz. Donc ça a été vraiment... on a vécu des trucs similaires tous ensemble. Et son rôle dans Marier deux enfants est arrivé 2 épisodes après qu'elle soit partie. Donc pour un épisode. Donc on n'a pas très bien... Il y a eu plein de signes comme ça où on s'est dit wow, il se passe quoi? Et ça a été vraiment 12 ans très fort. Ouais, ça a été entre nous, les comédiens, Martine qui est partie. Du coup, un des comédiens a repris la relève de la direction pour que ça reste entre nous et que du coup la famille, que ce soit pas quelqu'un d'extérieur qui vienne nous diriger. Et ça a été une très très grande aventure pour moi. En tout cas, j'ai vécu des trucs géniaux. J'ai ri, j'ai pleuré, je me suis énervé, j'ai eu des crises de fou rire. Enfin voilà, la vraie vie quoi, la vraie vie. Des petites remarques par rapport à Big Bang Theory. C'est une série que vous aviez l'habitude de regarder, les glandus? Ça fait bizarre d'être sérieux. Ouais. Non, je l'ai regardé quelques fois. Après, moi, c'était. Sinon, j'aurais rebondi sur la même question que j'ai posée tout à l'heure. Le fait de doubler pendant des années quelque chose, comment on la ressent? Il a tout dit. Là, on a pleuré. Là, vraiment, le dernier jour, on a pleuré. Ouais. J'imagine. Ouais, c'est clair. C'est quand même une série qui est devenue culte quand même dans la pop culture en plus. Dans la pop culture en peu de temps. On va pas se le cacher. On va dire que elle a fait le même travail que Friends en 2 fois moins de temps. J'ai l'impression. Même si Friends ça a duré 10 ans, Big Bang Theory ça a duré 12. Big Bang Theory dès la saison 3, je sais que entre guillemets il y avait une énorme communauté qui était présente et qui soutenait Big Bang Theory. Et c'est vrai que quand on arrivait sur les 10, 11, 12e saison et qu'on se dit c'est dommage, c'est bien que ça s'arrête, mais on aimerait quand même avoir un tout petit peu plus quand même. Et à savoir qu'effectivement, tu as raison, parce que ça a été très très vite. Nous, on l'a senti parce que très vite, on a eu
la Warner, donc qui s'occupait de la série, s'est vraiment préoccupé des personnes qui regardaient la série en français. Donc on a eu l'aide de quelqu'un, d'un geek, d'un vrai, qui a voulu que tout soit exactement offert d'une belle façon, parce que nous, c'est pas notre domaine. Tu vois, tu me parles de Star Wars, nous on en parle beaucoup dedans, de Star Trek. Je ne parle pas le Klingon couramment. Enfin, il y avait plein de choses comme ça que j'avais à faire, ou qu'on avait tous à faire dans la série, qui ont été prises très au sérieux par Warner. Et du coup, on avait quelqu'un avec nous qui nous coachait. Moi j'ai appris le Klingon sur certaines phrases, et je peux vous dire que je me suis bien accroché. Et il nous a appris des trucs sur la physique, sur tout justement sur tous les Marvel, tout ce dont on parle dans Big Bang Theory, et que le public a été très pris au sérieux par Warner. Et ça s'est senti que, entre guillemets, la pop culture n'était pas moquée. Non, du tout. Et je peux vous dire du tout. Vraiment, ça a été même... Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une des rares séries qui met vraiment à l'honneur la culture geek. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas souvent. Souvent, on la critique un peu. Là, c'est vraiment c'est une bande de potes qui à fond sur ça. Et on les suit, mais du début à la fin. Et c'est ça que je trouve bien aujourd'hui. Et c'était pas évident en plus d'avoir la même culture américaine qu'une culture française. C'est-à-dire qu'on a des références différentes, qui sont différentes, des jeux de mots qui sont différents, parce que les séries dont on va parler sont déjà traduites en français. Donc qu'est-ce qu'on fait, par exemple, tout bêtement, on dit Spider-Man ou Spider-Man, tu vois. Déjà, on avait tous ces trucs-là. On n'a pas le droit de faire certaines pubs. Donc on a fait tout un épisode sur Siri, et on n'a pas le droit de dire le mot Siri. Donc du coup, on transforme ça un peu en France, alors aux États-Unis, on a le droit. Donc, il y a pas mal de trucs qui ont été aussi... nous, on essayait de faire le mieux possible pour la pop culture, justement, pour pas insulter les geeks, tu vois, pour leur rendre leur univers, et essayer de les amuser le plus avec une série qui, déjà, en VO, est fantastique. Donc, d'essayer d'être au moins aussi bien qu'eux. Et je trouve que ça a quand même été bien fait, avec tous les problèmes qu'on avait au départ, entre les marques. Les marques, ils utilisent combien de fois ils disent le nom du jeu de vidéo avec lequel ils jouent. Ça, on n'a pas le droit en France. Donc, du coup, nous, on devait, par des subterfuges, de changer les noms, dire autre chose. C'était un gros boulot. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Et comme je le disais, ça se ressent dès l'épisode 1. Que, comme tu l'as dit, la culture geek, la pop culture est vraiment pas moquée. Ah, et que ce soit dans la série originale, que ce soit en VF. Pour avoir vu plusieurs épisodes en VO et plusieurs épisodes en VF, moi franchement, je trouve qu'il y a un très bon travail sur les deux côtés et les deux visionnages que l'on peut avoir, quoi. Et justement, il y a peut-être un petit peu plus de recherche dans la VF, parce que il y a beaucoup comme tu l'as dit, de marques et de jeux qui sont non cités. Donc il faut aussi, entre guillemets, imaginer le devoir d'adaptation par rapport à la culture américaine. En France, en plus, il y a eu toute une époque, je sais, maintenant ça a un petit peu changé avec justement Netflix et toutes les plateformes. On pouvait pas dire tiens, j'ai regardé ton Facebook. Non, ça n'existe pas, on n'a pas le droit de faire de pub. Donc du coup, tu dois dire j'ai regardé ton réseau social. Tu vois, non mais jamais dans la live tu dis ça, quoi. J'ai pas regardé ton profil. C'est ça, sur Internet. Donc du coup, tu es obligé de trouver quelque chose pour être aussi cool et parlant que quelqu'un qui vit dans cette culture internet hyper facile et easy, sans tomber dans la ringardise, parce que t'as pas le droit de dire ça. Et ça, c'était vraiment un challenge au départ. Et Martine, donc, qui nous dirigeait, qui était la réalisatrice du coup de Big Bang Theory, avec des listes entières, et moi elle m'expliquait les protons, les trucs pas possibles, je comprenais rien du tout. J'étais attends. Puis après il parlait en japonais, souviens-toi d'ailleurs, il parlait en japonais. Je sais pas si t'as regardé. Oui, tu t'as regardé, tu me disais. Oui, mais alors pas tous les épisodes. Hein. Et au tout début, il parlait toutes les langues, il adorait parler japonais pour draguer, et il parlait vraiment japonais. D'accord, quoi. Oui, donc, en plus, on me donnait vraiment des petits cours vite fait de japonais pour. Vite fait comme ça, en plus, le japonais. Ah ouais, t'étais pas au courant, puis on te dit alors là, au fait, tu vas faire une chanson, tu vas chanter. Waouh, putain. Ah mais non, mais c'est clair. Et justement, là, tu parlais d'Internet, des réseaux, etc. Tu es présent beaucoup sur les réseaux. C'est un choix personnel ou tu te dis c'est un petit peu, entre guillemets, complémentaire de mon métier?
Avant, j'y étais pas. Et tout KD2A et tout, j'y étais par le biais de France 2. C'est-à-dire que j'avais un blog et tout que France 2 m'avait fait. Donc j'y étais. C'est-à-dire que je donnais les messages, mais j'avais pas de Facebook, j'avais pas d'Insta. Et j'étais pas encore prêt à être si vrai, on va dire. Enfin, j'avais peur du retour des gens aussi frontal quand tu fais ce métier. Je sais pas, vous devez avoir beaucoup de messages aussi. Oui, au moins que toi, bien sûr. Peu importe le nombre, mais en tout cas, vous avez des messages de gens que vous n'avez jamais vus et qui peuvent d'un coup vous dire c'est quoi ta tête de connard, tu vois, sans aucune il y a de la violence gratuite, même sur YouTube, et Twitter. Voilà, exactement. Et j'avais pas spécialement envie au départ de. Faut être prêt, Faut être prêt. Puis j'avais beaucoup de boulot et je me disais si je commence à perdre mon temps, je suis hypersensible, je suis un hypersensible. C'est grâce à ça que je travaille beaucoup. Donc si en plus je mets une pression de l'autre côté en me disant il m'aime pas, elle m'aime pas, j'avais pas envie de ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais envie en fait de juste parler avec les gens et de vraiment communiquer et de vraiment leur montrer qui j'étais. Et c'est surtout pendant le confinement où j'ai commencé à... Avant, je mettais juste genre une story pourrie de temps en temps, tu vois, genre une image d'une belle phrase que j'avais vue. Je m'imprégnais, je m'impliquais pas beaucoup. Et même si c'était personnel, mais ça l'était pas vraiment. Et pendant le confinement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai commencé à l'âge de 8 ans et du coup, il y a quand même des gens, bon, peut-être pas depuis l'âge de 8 ans qui me suivent, mais qui me suivent en tout cas depuis pas mal de temps, pas mal d'années justement, avec KD2A, avec Sous le Soleil, avec Julie Lescaut, avec Le Commissaire Moulin, avec plein de séries que j'ai faites pour la télé et que du coup, je montrais que le côté joli de ce métier et que, ok, je parlais des trucs et tout, mais j'ai pas dit pourquoi, en fait, j'avais eu autant de chance, entre guillemets. Et que dans la vie, je pense que la vie est faite souvent de boss, etc. Et qu'il n'y avait pas que ce côté, genre, Johan, il a réussi. Et c'était que ce que les gens voyaient. Je me disais, mais je comprends que même il soit peut-être agressif parfois à dire, putain, mais t'as vu ton bonheur dans ta gueule, là. Tu vois, je comprends. Et je me suis dit, mais pourquoi je dis pas ma vraie vie, quoi. Et j'ai commencé à écrire vraiment comment, en fait, j'étais arrivé là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pas de parents. C'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment parler et de dire, en fait, si j'ai envie d'autant parler, si j'ai envie d'autant partager, c'est aussi parce que j'ai eu des manques de ça. Et que, en fait, c'est devenu, c'est logique tout ça en fait. Il n'y a rien qui est de la chance. Il y a une envie de partager, il y a une envie d'être vrai avec l'autre, il y a une hypersensibilité qui fait que l'émotion, il faut bien que je la foute quelque part plutôt que tu vois de m'énerver n'importe où ou de pleurer d'un coup. Ben, du coup, je vais m'en servir. Tiens, enfant, j'étais comme ça, donc du coup, je vais m'en servir pour créer des personnages et des choses fictives qui vont faire que je vais me servir de ce qui s'est passé dans ma vie. Et je trouve que les réseaux sociaux, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de m'en servir. C'est pas pour me montrer que je pars en vacances et que j'ai une vie extraordinaire et qu'elle est chambée avec des filtres de ouf et tout le monde à poil sur une plage. J'ai plus envie de montrer que oui à ça parce que je vais dans des endroits super et du coup je dis à tout le monde c'est possible. Mais c'est ça mon but, c'est de dire c'est possible. Moi je viens de rien, je viens de la rue, j'ai vécu dans la rue, je sais ce que c'est que de pas avoir de toit, de pas avoir de famille et j'ai pourtant un putain de chemin, une aventure géniale qui s'appelle la vie et que tout est possible si tu as des rêves. Et si tu as vraiment envie de te servir de tout ce que tu as comme capacité, de défaut, de tout, ça devient une qualité si tu commences à t'en servir. Et c'est ça les réseaux sociaux pour moi, c'est, je sais pas, tu me suis et c'est vrai comme ça qu'on s'est connus. Et c'est vrai que j'avais envie de partager plus, même si je le fais un peu en rigolant, parce qu'il n'y a rien de grave. Justement, un chemin de vie, il n'y a rien de grave, quoi. Et je trouve que souvent, les gens, ils cachent des trucs. Et je trouve qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau chez eux. C'est que d'un coup, tu dis, putain, il est humain. Ah, c'est cool en fait. Eh ben, moi je peux faire ça et t'inspires et tout le monde peut s'inspirer, on peut tous s'inspirer les uns les autres. Et oui, non mais et puis là en chantant Heal the World ou un truc de Michael Jackson, vas-y. non mais vraiment, je tenais à le dire parce que c'était une question justement qui est très intéressante et un petit peu profonde avec ta réponse, mais que tu parles de rêve, etc. Et le late, c'est en fait un rêve, hein, entre guillemets. Ça n'est plus. Ça n'en est plus parce que tu contribues justement à la réalisation de ce rêve et donc ça c'est vraiment vraiment très cool, comme toutes les personnes qui sont présentes dans ce studio en soi, c'est
ces petits embriquements qui font qu'on a réussi à créer tout ça, quoi. Et donc, je le remercierai jamais assez. C'est ce que je disais sur le post Facebook quand on a publié la première émission. On part de rien, et vraiment, avec le late, en tout cas là, on a fait 3 ans de radio, ok. Mais on a dit qu'on n'en parlait pas, mais il y a eu le Covid. Le Covid, il a tout anéanti, en tout cas pour moi, dans la création, etc. Johan, il a toujours soutenu. Moi, je dirais que plus qu'il a tout anéanti, moi aussi, j'ai eu beaucoup de changements d'ingrédients, de nouveaux ingrédients grâce au Covid. Et je trouve que c'est plus une remise à zéro de certains trucs. Ah, totalement. Avec même des envies différentes et de se dire, mais fuck, en fait, là, on va encore plus loin et on y va à fond, quoi. Je trouve que ça a donné encore plus d'envie. Je sais pas. En tout cas, moi, je t'ai vu avec beaucoup d'envie sur les réseaux sociaux, on en parlait souvent. Le Covid, moi, je t'ai jamais entendu dire ça a tout détruit. Je t'ai entendu dire putain, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et ça, c'est moteur. En fait, à ce moment-là, il faut pas être dans une idée noire et de se dire bien sûr, putain, c'est pas bien tout ça. Et c'est qu'après, quand tu te rends compte qu'on a réussi à poster la première émission jeudi. Je tiens à signaler qu'on était à la radio pendant 2 ans, plus rien. Et à partir de jeudi dernier, donc jeudi 11 novembre, on peut s'entendre sur Deezer, quoi. Ça en est ouf, en fait, de se dire ça, quoi. Là, c'est pour ça que j'ai mis un petit message sur mon Facebook perso, parce que c'était très touchant pour ma part. Et je suis totalement d'accord avec ta philosophie que tu dis, que même si on part de rien, je reprends la phrase d'Orelsan, t'as envie de filmer, mais grave. Fais un truc. Si t'as un truc pour filmer et que t'as envie de filmer, filme. Tu vois, c'est exactement ça. Faut pas se freiner. Et Ekichi en est la preuve. Et trompe-toi aussi. de porte. Surtout pas se freiner avec les haters, comme on dit. Mais c'est ça. Comme tu disais, le fait d'avoir peur, mais il faut aussi, certes, être prêt de se prendre des vagues dans la gueule. Enfin, des vagues. Mais oui, parce que les haters, ils vont pas hater une merde, en fait. C'est ça. Ils vont hater des gens qui sont. Faut partir du principe, c'est principalement, en général, la jalousie, ou c'est parce qu'il aime pas ta gueule, donc il va te dire. Et moi, si je peux dire un petit mot, c'est il faut pas hésiter à ces gens-là, les bloquer. En fait, pour moi, il n'y a pas de honte à se mettre dans une bulle et bloquer. Quand quelqu'un te fait chier, tu bloques et tu sais qu'il viendra plus tu vois, un peu comme les contenus que tu veux pas voir, tu bloques les contenus. Il faut pas hésiter à se mettre dans une bulle positive, en fait. Bien sûr. Donc moi, quand je reçois un message de haters, j'aime bien les titiller aussi, mais au bout d'un moment, après, voilà, je le bloque et je sais qu'il viendra plus me faire chier. Je sais que voilà, je serai toujours dans une bulle positive. Parce qu'en plus, je pense que c'est aussi pour parler, certains, et ils ont envie de communiquer avec toi. Moi aussi, on me dit des trucs parfois, je suis là, mais why, en fait, pourquoi tu viens de me le dire, en fait Sinon, il faut faire comme Uwe Boll. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un réalisateur allemand. Alors lui, il a eu des critiques sur ses films, et en fait, il a invité les journalistes qui ont critiqué ses films sur un ring de boxe. Il faut savoir que le mec est boxeur professionnel. Ah, j'adore. Il leur a boxé la gueule. Il les a défoncés. Il y a Hélène DeGeneres aussi dans son émission qui invite des stars, et à chaque fois elle met tous les haters et après elle les appelle et elle dit voilà, mec, il est là, quoi, tu vois, va lui dire, quoi. Elle fait oh non, mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et à chaque fois c'est le même truc, et c'est vrai que c'est gratuit, c'est facile, mais en même temps t'es pas dans mes shoes, et sincèrement, vraiment, si t'aimes pas ce que je fais, mais enlève le petit truc bleu là de ton application, et encore plus facile à la télé, zappe, sérieux. Qu'est-ce que j'entends tout le temps, c'est TPM l'émission, je sais plus. TPMP. J'entends TPMP. J'ai jamais regardé, par exemple, parce que j'ai fait le choix, voilà, j'ai pas le temps, déjà je regarde pas la télé, mais surtout tu voilà. perds pas grand chose. Non, mais j'en sais rien, mais en tout cas ce que j'entends, effectivement, c'est comme ce que tu viens de dire, tu perds pas grand chose, et les gens parfois j'en vois qui sont vénères, genre mais tu te rends compte, j'ai encore regardé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais je dis mais pourquoi tu regardes? C'est ça. Non, en fait, parce que les gens ils aiment s'animer d'une curiosité malsaine, et je crois que les gens aiment être énervés, aiment avoir de la colère et être contre quelque chose et tout. Moi, ça c'est bon. J'ai été vénère plein d'années aussi. À force de te battre, au bout d'un moment, tu te bats pas spécialement positivement, et tu es là, ouais, moi aussi je suis vénère, moi aussi je suis contre. Puis je me dis, putain, quelle énergie dépensée, je suis fatigué. Mais justement, tu parlais d'énergie dépensée, et je trouve que le Covid, justement, moi, il m'a fait dire qu'on s'est quand même stoppé une grosse partie, quand même, quasiment 2 ans, 1 an. 1 an vraiment full à ne rien faire. Il n'y a plus le temps de s'énerver, les gars. Faut faire. C'est ça. Là, faut faire, les gars. Mais là, moi, je suis en plein dans le truc. Faut pas s'entourer d'énergie négative, parce que voilà. Tu parlais aussi dans le boulot. Nous, nos boulots sont quand même un travail comme dans tout travail, comme la radio, ce que vous faites, ou des travails publics, comme d'être sur des réseaux sociaux, ou même de travailler n'importe où, dans un cinéma. T'as des égos, t'es obligé de travailler avec des gens qui parfois tu les comprends pas, ils te comprennent pas, tout le monde s'énerve. Et là, moi, depuis le
le Covid, je suis dans un lâcher, genre, mais c'est pas grave en fait, on s'en fout. Ah oui, non, mais... Et sérieux, et alors les gens, ils flippent leur mère, quoi, parce que d'un coup, t'es plus du tout pareil. Moi, je montais au créneau avant. Je disais, oui, mais je veux me faire comprendre. Ouais, moi aussi. J'en en parlais il y a pas longtemps sur le groupe. Avant, j'étais un peu virulent sur Twitter quand un avis était pas dans mon sens ou que j'aimais bien animer un peu le truc. Maintenant, je suis en mode. En tout cas. Voilà. Expliquer. Mais maintenant, je laisse passer. Je laisse les personnes sans réponse et je trouve que voilà, l'indifférence est la meilleure des réponses. Ouais, il y a parfois même pas besoin de réponse parce que la personne, ça lui a fait plaisir. Voilà, elle a dit son avis, c'est super. Je respecte ton avis, mais maintenant, au revoir. Et en plus, ils sont encore plus virulents les gens quand tu leur réponds. Donc maintenant, je laisse et voilà. Mais je crois que le temps est plus à se dire putain, je vais pas lâcher le truc et je vais avoir raison et je veux qu'ils comprennent. En fait, faut faire comme tu disais, faut faire son chemin. Il faut. C'est ça. Et là, moi, parfois c'est dur. Il y a des trucs sur lesquels je suis là, mais putain, mais ils vont pas comprendre. Non, en fait, ouais, ils vont pas comprendre. Donc maintenant, tu t'arrêtes, quoi. Va vers ceux qui comprennent. Oui, vous comprenez là-bas, j'arrive. C'est ça. Voilà. Et c'est chiant, mais depuis le Covid, c'est vrai, t'as raison. C'est plus ça. Ouais, en tout cas, c'est ma philosophie aussi. Et merci beaucoup, en tout cas, Johan, pour ce. Bonsoir Paris, merci à tous. Pour cet entretien. Vous avez des choses à rajouter ou pas? Non, c'est bon pour vous? Je voulais juste revenir un petit peu alors sur, comme tu disais, que tu regardais pas les séries dans lesquelles tu jouais parce que du coup, voilà, t'en avais une pleine tête toute la journée. Mais par exemple, les grands passages où tu ne doubles pas, du coup, tu les vois pas ou tu les vois quand même Avant, je voyais quasi tout quand même. Ouais. Mais là, tu vois, en me disant ça, j'étais en train de me dire non, il y a quand même une série que merde, je sais plus. Attends, comment ça s'appelle que je voulais voir parce que j'ai fait la dernière saison et la saison 2 des frères Cohen. C'était merde, j'ai un trou. Frères Cohen. Les frères Cohen, ils ont fait un film. Moi, j'ai vu que tu avais doublé Petit Tonnerre dans Yakari. Je pense que c'était ça. Voilà, je veux le revoir parce que ça m'a tellement ému. C'était pas mal. Donc, du coup, d'arriver après, des fois, ça te donne envie de connaître le avant. Là, en fait, cette série, merde, c'est hyper connu. Tu m'as dit Breaking Bad, d'ailleurs, j'y ai repensé. C'est un truc dans. Est-ce que Breaking Bad, pareil, Todd, il arrive assez tard dans la série. Il arrive assez tard. Là, j'ai pas eu envie de regarder parce que j'en ai bouffé quand même pas mal. J'ai fait le film aussi après avec Netflix. Je t'ai bien détesté dans Breaking Bad. Et j'ai kiffé. Et j'adore ce mec, j'adore le doubler. Et t'as vraiment envie de le buter. Tu te dis, il est malade mental, ce mec. Non, mais de ouf. Et en plus, il a tout un truc. Il est cool, quoi. Tu vois, c'est ça. Il prend tout à la légère. Et là, ça m'a donné envie, mais en même temps, j'en ai énormément bouffé, donc j'ai compris le concept. C'est-à-dire que si j'ai vu la fin et que je dois me taper le début, je vois pas trop l'intérêt souvent. Tu vois, si j'arrive en saison 5 et que je dois faire 1, 2, 3, 4, je vais savoir quand même pas mal de trucs. Et s'il y a plus machin, machine, truc muche, c'est qu'ils sont morts en général. Donc c'est plutôt... non, c'est... Mince, ça m'énerve cette série. J'essaye de retrouver le nom. C'est Fargo, voilà. J'allais le dire, c'est adapté un film des frères Cohen qui est Fargo. Ouais. Et ça, j'aimerais bien les revoir. J'aimerais bien les voir parce que j'ai pas tout vu. Et là, c'est très complexe. C'est-à-dire que si je suis pas dans les scènes, je les vois pas, je sais pas. C'est ça, parce que moi, il me semblait avoir vu que oui, quand les doubleurs ils doublaient, ils doublaient que leur partie et ils voyaient peut-être pas spécialement. On voit maintenant. Maintenant, tu vois on est seul, donc du coup, on va effectivement sur toutes les scènes qui sont avec nous. Bien sûr, on nous nourrit de tout ce qui se passe autour. On nous explique. On nous dit, tu vois, là, machin, il a fait ci, il a fait ça et tout. Donc, on pose toutes les questions dès qu'on a un doute sur pourquoi le mien, tiens, il ressent ça, tada. Donc on travaille là-dessus très sérieusement. Mais en revanche, oui, on voit pas. Tu vois, le James Bond, par exemple, que j'ai fait, il me manquait quand même quelques scènes. Il y a quelques scènes que j'ai pas vues, mais en même temps, très souvent, je vois pas les trucages parce que c'est des films où tu vois encore les fonds verts, tu vois pas les décors et tout. Donc j'ai pas spécialement envie de les voir et je connais tellement l'histoire en même temps qu'on me l'a tellement raconté, même ce que j'ai pas vu, que parfois j'ai pas trop envie en fait de les voir en entier. D'accord, donc ouais. Eh ben écoutez, super, merci beaucoup. On va continuer l'émission donc avec le deuxième box-office dans lequel on va parler donc des films Marvel. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou! Agent spécial d'Oufy. Tu n'es qu'un jouet! Alors, pour Les Éternels, donc film réalisé par Chloé Zhao, donc qui est le dernier bébé des productions Marvel, tout le monde l'a vu. Là, aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'avis de Ekichi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? On va éviter...
Il y a eu un accident, excusez-nous, le casque a pris... Ça va, je t'ai pas cassé ton appareil photo, ça va. Le photographe a pris un coup. J'allais tousser gentiment. On coupera. Donc voilà. Donc, Ekichi, alors ton avis sur... Alors tu disais que tu voulais pas qu'on spoil. Ouais, on va peut-être. éviter de spoiler parce qu'il est quand même assez récent. Mais mais j'ai envie qu'on parle un petit peu de la structure du film que je trouve qui est complètement différente. Et surtout, donnez votre avis sur le film de manière... entre guillemets, pas objectif, mais en tout cas ce que vous avez ressenti devant le film. Alors moi j'ai assez bien aimé le film, j'ai trouvé beau, même si ça manque de technique parfois, au niveau des textures, de certains effets. Il y a à la fois un bon point et un mauvais point pour moi, c'est le fait d'avoir mis vraiment chaque personnage, donc les 10 personnages, vraiment chaque personnage a une ethnie différente et un faciès différent. Alors c'est à la fois bien parce que clairement ça permet de bien de les identifier et de ne pas les confondre, parce que s'ils avaient mis par exemple 3 beaux gosses bruns, on aurait été là, alors lui c'est lequel déjà, donc ça c'est un bon point de pouvoir les différencier. Mais le fait qu'ils soient chacun d'une ethnie différente, pour moi, on en avait parlé, je crois, dans la première émission. Je crois qu'on est toujours dans on fait ça, on met les minorités pour, toi, comme ça, ils se protègent. C'est trop, en fait. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai trop voyant, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression. Je trouve ça dommage de toujours vouloir entre guillemets justifier le fait de vouloir des minorités, etc. Comme ça, on a mis tout le monde. On va pas se prendre un taquet. En fait, ce qui est un peu problématique avec ce film, c'est comme l'a dit Johan, c'est que c'est justement trop voyant. Un petit peu comme la scène dans Avengers Endgame où on voit ce plan de toutes les femmes présentes dans le MCU qui sort de nulle part et qui justement dénote par rapport au rythme de la scène globale. Et même globalement, je pense que on s'identifie pas à ce genre de plan. Il est trop parfait pour qu'on y croie. Et je pense que c'est un peu le problème des Éternels, c'est que pour moi, je l'ai trouvé tellement lisse sur beaucoup de points que je me dis, en fait, il arrive trop tôt ce film, déjà dans les enjeux de Marvel, là, on n'en est pas là, on débute à peine le multivers, et là, il nous parle quand même d'êtres qui sont cosmiques et qui sont plus gros que des planètes, quand même. Pour moi, ce film, il arrive légèrement trop tôt, c'est pas une fausse note du MCU, parce que je pense qu'il doit avoir un but précis pour être là, mais par contre... Je suis quand même, entre guillemets, un petit peu déçu parce que je le trouve justement pas à sa place, là, actuellement, dans la phase 4. Pour moi, il mériterait d'être un film de fin de saison 4, phase 4 ou phase 5, tu vois. Quelque chose qui sera beaucoup plus gros. Là, on est proche quand même des êtres comme Galactus, des mecs qui bouffent des planètes. Ouais, parce qu'au final, en fait, on t'introduit des personnages qui sont assez puissants, quoi. Donc au final, c'est des dieux, hein. C'est ça, en fait, ça aurait été plus plausible de les faire arriver vraiment en fin de phase, en te disant, bah voilà, eux ils arrivent, en théorie, la prochaine phase, vous verrez, ça va être une dinguerie. Et moi, je pense que c'est pour introduire les persos pour Thor ou les prochains gardiens, tu vois. D'accord. T'as des... Comment on appelle ça ? Des Éternels qui sont dans l'espace à la fin. Oui, complètement, oui. Voilà. Du coup, je pense que c'est pour ces films-là. Ok. Voilà. Après, au niveau des comics, je sais pas si... moi, ça me dérange pas. J'ai pas cette sensation que ça arrive trop tôt, etc. Mais après, il y a peut-être encore... de toute façon, il y a toujours plus gros avec Marvel. C'est vrai que là, on est vraiment dans le très très gros. Là, on peut pas... Je vois pas comment ils peuvent faire plus. J'ai aussi peut-être remarqué, alors je sais pas si vous aussi... des problèmes d'échelle. J'ai l'impression que les Célestes, des fois, ils sont peut-être plus gros et sur certaines scènes, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'échelle. Il faudrait un deuxième visionnage. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment cette impression des fois. Mais tout à l'heure, il était beaucoup plus gros que ça. Et là, il est plus petit. Mais quand on arrive là, c'est que t'es pas dans le truc, du coup. Moi, ça me décroche un peu parce que je suis vachement visuel et quand je vois, mais c'est vrai que c'est des petits problèmes que j'ai détectés. Je sais pas si. Dans l'intro, tu vois, avec leurs mains, ils créent un soleil. Alors ça donne une idée de leur échelle. C'est ça. Ouais. Oui, même quand on voit la personne elle parle, elle est sur sa tête et après par rapport à le céleste qui émerge de la terre, j'ai l'impression qu'il est plus petit, mais alors qu'on nous dit qu'ils sont plus ou moins tous de la même taille. Enfin, bon voilà, c'est un petit problème peut-être qui est justifiable. Donc, ton avis, il est plutôt positif ou plutôt négatif ? Très mitigé parce que le coup des ethnies, quelque part, ils s'en servent pour ça sert le film, puisque par exemple celui qui a l'ethnie, on va dire indienne, du coup il vit là, c'est une star, donc du coup ils ont créé un peu cette mythologie. Moi je pensais au début vraiment en ayant vu la bande-annonce qu'ils avaient aidé l'humanité, etc., et qu'ils auraient été considérés comme des dieux, mais au final dans le film ils vivent avec les humains pendant
plusieurs milliers d'années, donc je trouve ça bizarre que l'humanité ne s'est pas dit bah tiens, il y a des dieux, ils sont comme ça. Non, on a inventé entre guillemets Jésus, Bouddha, alors que non, en fait, ils ont vécu des milliers d'années avec eux, ils ont vu à quoi ils ressemblent. Pourquoi ils n'ont pas été idolâtrés? Donc c'est peut-être une incohérence, en tout cas pour moi, historique. D'accord, donc ça t'a quand même gêné. Aussi. Ouais. Lucas, toi un petit peu ton avis sur le film des Éternels. Bah, disons qu'en fait, j'en attendais rien. Ouais. Parce que les bandes annonces, la première bande annonce, j'ai trouvé mais Très molle. ouais, Faut le dire. il y avait rien, ça donnait pas envie. La deuxième, je me suis dit ouais, il y a un peu plus de baston, ouais, pourquoi pas. Et ouais, bah après le film, au final, je suis pas forcément déçu, mais ouais, en fait, par rapport, ça peut être con de dire ça comme ça, mais Black Widow, il est arrivé trop tard, Oui. et celui-là, comme tu dis, il est arrivé trop tôt. Ah, je pense. Je pense qu'il aurait dû introduire vraiment un gros enjeu par rapport à tout ça, mais pas à ce moment-là où on sort à peine de Endgame avec tout ce qui s'est passé avec avec tout ce qui se passe avec Thanos, la mort de spoiler alerte, la mort de Iron Man, tout ça. Au final, on arrive à une sortie de ça et on nous balance directement un gros morceau. Je pense qu'on aurait dû attendre un petit peu et vraiment laisser le truc arriver avec le prochain Gardien, le prochain Thor et introduire ça à ce moment-là. Le problème, c'est que si ça serait arrivé plus tard, il y aurait eu encore plus de... Déjà, beaucoup de gens se demandent, ils sont là depuis le début, mais ils n'ont rien fait, parce que pour moi, il y a aussi une espèce d'incohérence. On nous explique qu'on a besoin d'eux, des Célestes, parce qu'ils créent des planètes, ils créent des humains et tout, mais Thanos a voulu anéantir juste la moitié de l'humanité. Alors, à ce compte-là, ça les desserve. Donc, ils étaient obligés, normalement, d'intervenir. Oui, bah ça, c'est une... Donc, c'est une incohérence, pour moi, qui est, du coup, expliquée dans le film comme, non, il faut... Ah non, mais même avec l'explication qui est dit dans le film, que l'on citera pas là, c'est complètement bidon. Voilà. Parce que, justement, elle dit cette phrase juste avant, en mode Thanos a éliminé la moitié de la population. Oui, elle dit l'argument en mode nous, on nous a dit de pas intervenir, on n'est pas intervenu. Bah, c'est faux en fait, t'aurais dû intervenir, meuf. C'est ça, parce que votre but c'est de garder, je le dis pas voilà pourquoi, pour pas spoiler, mais votre but c'est de garder l'humanité justement, plus votre but c'est il faut que l'humanité se développe de plus en plus pour un but, mais c'est votre mission. Donc le fait de petite incohérence. Ouais, complètement. Ça là-dessus, et je trouve qu'il y en a beaucoup dans ce film. Après, par contre, visuellement parlant, moi, c'est en demi-teinte aussi. J'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de jolis plans. Oui. Par contre, je suis pas du tout fan des visuels des déviants. Oui, j'ai regardé un peu sur les comics et ils disent que effectivement dans le film les déviants sont vraiment réduits au minimum, c'est les méchants point barre. Mais même à la base ils sont complémentaires avec les Éternels. Mais oui, mais complètement, parce qu'en fait en gros un déviant comme dans un comics, c'est un vrai Minotaure, c'est un vrai Centaure. C'est vraiment en fait ce qui a permis d'alimenter les mythologies humaines pendant les dizaines de milliers d'années que, entre guillemets, ça a pu se faire. Et là, c'est des sortes de cybernétiques organiques chelous. Comment tu veux créer des mythologies genre tiens, ça sera un Minotaure, tu vois, ou un Centaure, alors que c'est juste en fait une espèce de tissu humain qui bouge avec de la mécanique à l'intérieur. Bref, je m'y retrouve absolument pas du tout. Ça aurait été plus logique de faire venir des personnages qui font un peu mythologiques par rapport aux Éternels qui, au final, chacun de leurs noms représente un peu du coup une mythologie. C'est comme je disais, le fait qu'ils aient vécu avec des humains, il les considère pas comme dieux, et à côté de ça il y a d'autres dieux. Ça aurait été vraiment pour moi pertinent qu'il y en ait un qui soit considéré, qui aurait créé la mythologie de Jésus, toi, qui est genre il ressemble à Jésus et c'est comme ça qu'il aurait été. Toi, ça aurait été fun, genre un peu rondouillard, celui il aurait fait Bouddha. Là ça aurait été logique dans la construction du film, alors qu'en fait pas du tout. C'est vrai, non mais je suis assez d'accord avec toi, et c'est pour ça que mon avis est plutôt mitigé sur ce film, mais en soi il y a certains trucs que je retiendrai qui sont vraiment très bien et que je ne citerai pas là pour éviter les spoils, mais pour moi la scène post-générique, la deuxième, est absolument incroyable, celle qui met en scène le personnage de Kit Harington, pour vous citer. Ça annonce du très très lourd, puisque son personnage est vraiment très 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 intéressant pour la suite. Gary, mon avis, c'est ça? Ouais, ton avis, ouais, et puis après on passera donc à la dernière rubrique de l'émission qui est le multivers. D'accord. Non, mon avis également très mitigé. Bon, j'adore les films qui mélangent la science-fiction, c'est apporté par les Éternels qui ont beaucoup de technologie, et les fantastiques apportés par les déviants. Le côté mythologique, un déviant représente une créature mythologique, en théorie. En théorie. Plus le casting que j'aime beaucoup, Kit Harington, Richard Madden qui joue Robb Stark. C'est ça. Et on en parle de Sardoche.
Alors, honnêtement, je l'ai vu marqué sur son papier, je me suis retenu. Alors, Qu'est-ce qui se passe? alors en gros, C'est quoi cette histoire? il y a un streamer donc qui s'appelle qui fait des lives sur Twitch qui s'appelle Sardoche et en fait il y a un acteur dans Les Éternels qui ressemble comme 2 gouttes d'eau Ah, c'est lui. à Sardoche. Et d'ailleurs, on va parler vite fait parce que bravo à eux en tout cas de ce qu'ils ont fait. Esteban porte le t-shirt du Z-Event et bravo en tout cas pour Action contre la faim d'avoir levé 10 millions vraiment d'euros. C'était un des donation goals de Sardoche donc dans les derniers, c'est-à-dire que s'il atteignait une certaine somme, il devait faire la coupe de l'acteur du film et apparemment il l'a atteint donc il fera la coupe donc de l'acteur présent dans le film. D'ailleurs, le mec a beaucoup d'autodérision parce qu'il a même mis sur Twitter comment vous avez trouvé mon rôle dans les Éternels. Non. Ah ouais? Tu regardes sur son Twitter, t'as carrément un tweet par rapport à ça. Ses abonnés ont dû le spammer. C'est toi. Et c'est voilà. C'est énorme. Mais là, c'est bienveillant. Donc voilà, donc oui. Voilà, puis pour les mauvais côtés, je sais pas toi, mais moi, le milieu du film, je me suis beaucoup ennuyé au milieu du film. Ouais, mais non, c'est vrai, il est lent, très lent. Très lent. Trop lent peut-être. Au milieu surtout, ouais. Ah, j'ai pas envie de le voir. Hein, là. Vous l'avez pas vendu. Hein. Non, Si, il est bien, en fait, il est bien à voir quand même. Mais moi, j'aime beaucoup aussi ce côté cosmique. Voilà, Ouais, mais on vraiment ce côté divin. Mais ouais, tout ce qui se passe sur Terre, etc. Mais je suis c'était d'accord long, pour le c'est côté- dommage d'avoir bâché ça. Je suis d'accord pour le côté cosmique divin, comme tu dis, sauf que dans le film, je trouve que c'est trop exploité. Trop peu, vraiment. Et quand c'est exploité, il l'exploite pas à fond. Et ça m'a frustré. En fait, je trouve que le film est plutôt frustrant. C'est pas une mauvaise critique parce que quand on est fan du Marvel Cinematic Universe, je pense qu'il va être important pour la suite. Il faudra le voir. Ce n'est pas une fausse note pour moi de la part de Marvel. Par Non, contre, ouais. je trouve que il est clairement en dessous des dernières productions et surtout de la dernière en date, qui est Shang-Chi. Et que beaucoup de monde ont renié, et pourtant, c'est une petite pépite. Shang-Chi a les 50 premières minutes les plus intenses d'un film Marvel que j'ai pu voir de tout le MCU. Et pourtant, et en plus, je retrouve énormément de côtés de côtés similaires à Shang-Chi que je peux retrouver à Black Panther, et Black Panther a été salué par la critique. Donc voilà, et beaucoup l'ont boudé, je ne sais pas pourquoi, mais moi en tout cas, je vous conseille de regarder Shang-Chi, vraiment, c'est très bon, quoi. C'est tout pour Les Éternels ou vous voulez rajouter un petit truc? L'humour aussi dans le film était un peu plus présente que dans les films Marvel. Ils ont axé un peu plus sur l'humour. L'humour, je trouve qu'il était bien dosé. Il était peut-être un peu lourd parfois, mais il était pas mal. Le coup de la table Ikea, le coup de... Et les références aussi de Superman, par exemple, même ça m'a étonné qu'il y ait des références de héros de DC Comics alors que c'est Marvel. Ouais, je pense que moi je ne porte pas de cap. Voilà. Enfin, c'était étonnant, mais l'humour était pas mal. Ok. Gary? Non, c'était tout. Après, je partage votre avis aussi sur les explications un peu foireuses, parfois. Et moi, je me demandais quand ça se fait que les Asgardiens ne connaissent pas les Célestes. Ah oui, Tu vois, c'est alors vrai que- aussi, il y a pas mal. Il parle des Asgardiens à un moment donné, alors je sais plus, mais Oui, je sais pas s'ils connaissent les Célestes c'est ou les pas. Éternels, Non, hein. ils connaissent les Éternels, mais ils ne connaissent peut-être pas les Célestes. Ouais. Ça se trouve, Ouais. seuls les Éternels connaissent les Célestes. Et Enfin, apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre et voir sur TikTok, on verrait un Céleste dans les Gardiens de la Galaxie numéro 1, dans un flashback que le collectionneur, que les collectionneurs font, et on verrait en fait une bataille où un Céleste oui. avec une massue énorme frappe la un tête, sol. la tête Nowhere aussi, je crois. Il me semble que la planète Nowhere, c'est la tête d'un Céleste. Ah, Ouais, ça c'est possible, Ça, carrément mais possible. ouais, Ça serait énorme. été- Eh ben, J'ai tu vu ça vois. dans une vidéo, mais ouais. Eh ben super. Bon bah voilà un petit peu notre avis donc sur le dernier film Marvel. On va finir donc notre petite émission donc avec Johan Sauer par un moment de détente, un moment dans lequel on va le faire intervenir. C'est la nouvelle rubrique du Late Show qui est le multivers du Late. Le multivers du Late, c'est très simple. Donc, je me transforme en directeur artistique d'une autre planète et Johan va passer des castings pour des films cultes. Sachant qu'on a fait quand même une très grosse émission, on va en faire que 5. Voilà, tranquille. Donc, je remercie Ekichi qui m'a aidé à trouver les répliques. Voilà. Alors, tu passes le casting pour la première. Et tu fais le directeur artistique, c'est-à-dire que tu ne comprends rien de ce que je raconte, on est bien d'accord, là, il est très tard. Ah oui, c'est vrai. Non, Attention, je suis qui là? Je suis. donc tu vas interpréter. Ah oui, donc tu Merde, es. attends, je remets. The Kerry 78. Ah, tu es où? Tu es là, Là. EA Sports.
Space Force X Shinigami. Vegan. Ok, ouais. Ok, très right. bien. Alors donc, tu fais le directeur artistique, c'est-à-dire que C'est ça. tu me diriges. Bah non, mais Non, il n'y a pas de nom. C'est tu me diriges. Donc tu vas faire ton rôle aussi. Hein. Ok. Alors, tu es là pour le rôle de Stanley Ipkiss, présent dans le film qui sort l'année prochaine. Nous sommes en 1999. Tu as cette première réplique, justement, Johan, s'il te plaît. Splendide! Et bonjour la classe! Maintenant on va s'éclater! Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez Pas mal, ouais. Est-ce que là tu l'as. C'est à ma façon. Hein. Oui. Alors vas-y, Oui, c'est à ta façon. vas-y, dirige-moi, merde! Non, mais justement, est-ce que justement, j'ai entendu parler comme quoi il y aurait un Emmanuel Curtil qui pourrait avoir le rôle. Je connais pas. Je vois absolument pas qui c'est. Vraiment pas. Je l'ai auditionné, il a fait quelque chose d'un peu plus déjanté. Est-ce que Je pense qu'il est pas mal pour le rôle. Vous devriez le garder. Hein. Vraiment, je sais pas, je le sens bien pour ce masque. Ouais, je pense aussi, ouais. Bon, on va passer. Alors, je deviens Alain Chabat. Tu passes le casting de Mission Cléopâtre. Nous sommes en 2000 et tu vas interpréter Numéro bis, petit Égyptien qui est architecte pour Cléopâtre. Et Cléopâtre t'a demandé justement de faire un palais en 3 mois. 3 mois. Et donc tu viens de subir une attaque par les Romains sur le chantier de ton palais et tu vas les narguer de manière un petit peu loufoque. Raté! Vous nous avez ratés! Hé les Romains! Vous êtes des Romaines! Il se donne. Ça. Celle-là, elle est incroyable. Incroyable. Ça va au niveau du son, on est pas mal. Nickel. Ah, là j'ai envie justement on parlait de l'oncle Kiss dans Les Frères Scott. On va voir ce que tu donnes sur le rôle de Harvey Dent dans The Dark Knight, puisque c'est une réplique justement où il faut être un petit peu sombre. Justement, tu es sur le point d'éliminer une personne avec une voix un peu rock. Tu veux dire de The Rock ou Non, d'accord, juste le timbre de voix en fait. Non, j'essaie de gagner du temps là, c'est tout. J'y vais maintenant. Tu peux y Je aller n'ai pas eu maintenant. action. Hein. Action. La seule moralité qui tienne dans un monde cruel est la chance. Impartiale, équitable, vraie. Wow, Alors Bonsoir là, Paris, j'aime la France, mais Ah oui. là. Ah là là, c'est beau ça quand Quelle même. voix sexy en plus. Et Norm, ah bah oui forcément. Après c'est vraiment des rôles pour moi là depuis le début. Alors on va faire la dernière donc du Seigneur des Anneaux, voilà. Donc sur la deuxième page. Tu viens de te réveiller d'un petit matin. Non. Aussi matin. Oui, d'un petit matin et quelque chose de grave s'est passé durant la nuit et ça te parle. Tu vas devoir donc interpréter Legolas qui regarde le soleil en disant cette phrase. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Alors, cette phrase est culte parce que ça sort de nulle part dans le film. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai très peur parce que parfois je me dis merde, mais j'ai absolument J'aurais aimé le voir film. doubler la phrase des visiteurs hein, quand même. La phrase des visiteurs, C'est quoi, ça elle est longue, Ouais, la phrase mais des il doit visiteurs. connaître un peu. Où sont les poulardes? J'ai faim. Oh, Je te le fais. Allez, vas-y. ah ok. Où sont les poulardes? J'ai faim! Où sont les veaux, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice! Y a pas quelques boissons avec de la bonne soivre? Un porcelet, une chèvre rôtie, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Énorme. Comment? Vous avez encore faim après tout ce que vous avez mangé? Ça suffit! Bon bah Exceptionnel. super, merci beaucoup Johan d'être venu. C'était un plaisir. Y a pas un quiz là? Le mec en demande. Il y avait un quiz, mais il se fait tard, donc on va devoir arrêter l'émission. Merci vraiment d'être venu et C'était un de bonheur. soutenir le projet du Late. Ça me fait chaud au cœur et je pense que ça fait chaud Ça au fait cœur. extrêmement plaisir de t'avoir ouais, rencontré. oui, c'est cool. Tu es une personne vraiment
drôle, J'ai eu très gentil. peur. Non mais je vais pas chercher mes mots. Tu es très très fatigant. Non, mais drôle, gentil, accessible, qui parle beaucoup et qui est facile de parler. Et non, on a beaucoup échangé, c'était cool. Ouais, bah merci C'était beaucoup. vraiment cool. Merci les glandus d'être venus ce soir. J'espère que ça a été, que vous avez passé un bon moment. Très bon. Comme d'hab. Et merci pour tous vos avis parce que même si parfois vous n'avez pas aimé, ça m'a quand même donné envie d'aller les voir. Oh, ça c'est gentil. C'est l'esprit critique. Merci. N'hésitez surtout pas, donc les réseaux. Donc nous sommes sur Facebook, le facebook.com/lelateoff, sur Instagram, le Late Off, et sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, on fait péter les abonnements et on double ces émissions américaines. C'est le Late Show. Merci à Esteban pour la technique. Merci à Sébastien pour les photos. On se retrouve très très vite sur Internet.